Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 108. Et cette semaine, pas mal d'actu différentes. Et c'est ça que j'aime bien. Et pas mal d'actu tournées vers des Français. C'est ce que je me suis dit. On va parler d'étrangers qui critiquent des Français, hein, comme Tsaroukian qui critique BSD. On va parler de Marcy qui a un combat d'annoncer contre Koutelaba. On va parler de Doumbé qui prépare les jalons de son retour. De Saladin Parnasse. Donc voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de Français. Il n'y a pas que des Français, il y a aussi d'autres annonces de fight, des annulations de fight aussi. Et d'ailleurs, on va commencer avec ça. Mais d'abord, on va parler de notre partenaire du moment, Importfight. Donc, ce site de textile, matériel de sport de combat, MMA, boxe, grappling, qui ne vend des marques qui ne sont vendues en France que sur Importfight, que ça soit Primo, Eat & Move Corner ou encore Pitbull West Coast. Ces marques sont de qualité, sont stylées. Donc, si vous voulez être stylé en étant différent des autres, ça se passe sur Importfight, le lien étant en description. Et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Et on va commencer donc justement par la petite actu qui est tombée hier, l'annulation du fight qu'on attendait quand même et que par chance j'avais pas commencé à analyser, je sais pas pour toi mais moi j'avais pas commencé en tout cas parce que ça aurait été du travail fait pour rien. Mais Kayla Harrison est blessée. Elle est blessée, elle s'est blessée à la nuque, elle va devoir se faire opérer d'après les informations qu'on a vues, et donc ça la met forfait pour son combat contre Amanda Nunes, pour le retour d'Amanda Nunes, pour ce combat qui devait avoir lieu justement la semaine prochaine. Et en fait, est-ce qu'on peut pas dire que ce combat fait partie des combats maudits? Tu sais, ces combats que tout le monde veut voir et qui n'arriveront jamais pour X ou Y raison. J'ai bien l'impression, parce qu'en plus, une blessure à la nuque avec opération, tu reviens pas en 2 mois. Hein. Donc, c'est compliqué. En plus, Amanda Nunes, elle revenait spécialement pour ce combat. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est... Ah, quand même, hein. Oui, mais pas que. Tu vois, elle avait envie de revenir aussi, tu vois. Ouais, mais bon, c'était une motivation supplémentaire. C'est revenir contre quelqu'un d'autre, ça a moins de saveur. Il y a qu'un seul cas de figure où il y a de la... Voilà, il y a qu'un seul combat où il y a de la saveur. C'est-à-dire, c'était le combat qui était prévu après et qui peut-être arrivera avant, c'est de revenir contre Valentina Shevchenko, en fait, qui monterait de catégorie et ça ferait la trilogie que tout le monde attend. Pour des raisons simples qui sont le fait qu'il y a une légitimité à prendre sur ce combat-là, puisque tout le monde dit que le deuxième combat, il a été quand même en la faveur de Valentina Shevchenko, même si elle a pas gagné. Enfin, il y en a beaucoup qui le disent, tu vois, il y a toujours cette petite ombre au tableau. Donc pourquoi pas en fait remettre les choses au clair une bonne fois pour toutes et aller chercher ce fight, en fait, ce troisième fight. C'est même sûr, de toute façon. Enfin, il y a que cette option pour l'UFC. Valentina sera partante, elle est sur la fin de carrière, elle a plus rien à perdre. Un dernier gros fight. Le truc c'est tout dépend du retrait d'Harrison, mais il faut que ce combat soit pour la ceinture. Au pire, il mettrait une ceinture intérimaire. Ça dépend de combien de temps Harrison part, quoi. En fait, pour le coup, il faut une ceinture intérimaire, je suis d'accord avec toi, et parce que alors voilà, t'as tout dit quand tu dis ça dépend combien de temps le fait que j'allais dire la recovery, ça y est, je commence à parler anglais, putain, j'ai une Julien quasi édite aiguë. Donc, non, mais tu vois, si ça dure pas longtemps, en fait, le truc c'est que tu mets une ceinture intérimaire, que ça soit de toute façon Shevchenko ou que ça soit Amanda Nunes, le combat il fait sens derrière contre Kayla Harrison pour aller chercher la ceinture incontestée, et puis après d'un côté comme de l'autre, victoire ou défaite, on peut partir du principe, quoi, peut-être pas du côté de Shevchenko, mais en tout cas du côté de Nunes, que je pars à la retraite, que je gagne ou que je perde. Et côté Valentina Shevchenko, est-ce que si jamais elle arrive à décrocher de cette ceinture supplémentaire et elle part à la retraite, ou alors est-ce qu'elle reste, je ne sais pas, mais en tout cas quoi qu'il arrive, ça fait sens. Tu vois, il y a de quoi faire. Donc oui, ouais, ça serait la logique, surtout que on va pas se mentir, il y a un delta supplémentaire parce que ce combat-là, il sera pas booké, et c'est déjà dit qu'il est pas booké directement là. Ça m'étonnerait qu'une Shevchenko de façon première de prenne un short notice, c'est pas possible.
Ils ont déjà dit de toute façon que ça allait être O'Malley, Sandy Adong qui allait être le co-main event. Donc ça repousse en fait ce combat-là, allez, de 2 mois, 3 mois, je sais pas. Donc déjà, t'as déjà 2 mois, 3 mois. Derrière, tu rajoutes encore une récupération plus un autre camp. Bon, ça laisse quand même du temps à une Harrison, sous couvert de ce qu'elle a, véritablement, et de combien de temps ça va durer, mais de se faire opérer, si ça se fait opérer rapidement, de récupérer et de pouvoir entamer un nouveau camp par la suite. Ouais. Je me rappelle plus de combien. Bon, après, tout dépend de la pathologie que t'as, c'est vrai. J'allais comparer avec Sterling quand il s'était fait opérer des cervicales. Mais tout dépend de la pathologie que t'as, en fait. Ça veut rien dire ce que j'allais dire. Sterling, il avait mis Oui, du parce temps qu'on à sait, revenir, il me semble. Sterling, il avait mis du temps à revenir. Bah attends, c'était après quel combat déjà? C'était après Petroyan. Après le premier, quand il euh... prend le coup de genou, quand il prend le coup de genou illégal. Oui, c'est ça, ouais. C'est après qu'il s'est fait opérer. Je savais pas s'il avait pas fait un combat juste après quand même ou pas. Attends, de toute façon, on va vite être fixé. Petroyan. Ok. Mars 2021, avril 2022. Et effectivement, il y a eu un combat contre Petroyan qui a été annulé. Et oui, effectivement, c'était, je pense, pour le temps de l'opération. C'est ça. Donc Donc il il a y a eu eu un an de pause, quoi. un an, un an de pause. Un an de pause, c'est raisonnable, hein. C'est raisonnable. Alors un an de pause, c'est raisonnable, mais ça veut dire que potentiellement, avec les nouvelles politiques UFC, on peut te retirer ta ceinture. On peut ne pas mettre de ceinture intérimaire et te retirer ta ceinture. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est les nouvelles politiques de l'UFC parce qu'en fait, ça a toujours été à la tête du Ouais, sur la client, tête c'est du à client, c'est l'UFC. vrai. Non, c'est vrai. En plus, Donc, Harrison, je crois, il me semble que c'est la seule championne américaine de leur gars voilà. actuellement. Donc, non, C'est ils ce vont que lui j'allais dire. laisser. Ils vont lui C'est laisser. ce que j'allais dire. Ils ont cruellement besoin de champions américains, donc ça m'étonnerait qu'ils lui retirent sa ceinture. Donc, puis tu vois, même là, avec Thomas Spinal qui se fait opérer des yeux et patati et patala, tu vois, ils lui ont pas retiré sa ceinture encore. Pas Donc, encore. voilà. Non, je pense que ça va le faire. Et puis un an, et on parle d'un an entre deux fights, c'est-à-dire que la récupération, j'allais encore dire, putain, je sais pas pourquoi. La récupération, elle était faite avant, puisqu'il y a le temps du Bien camp sûr. après derrière. Donc non, non, c'est raisonnable, c'est raisonnable. Franchement, honnêtement, ça veut dire que quoi? Allez, tu fais le combat dans 3 mois, 3, 4 mois, allez, admettons, parce que le temps que Valentina monte correctement, qui te dit que tu le mets pas d'ailleurs sur une, ça se trouve peut-être Hmm. même, ça Bah fait oui. peut-être un peu loin, mais sur une Maison Blanche, tu vois, ce Ah, ça se combat-là. fait, hein. Franchement, si c'est en juin, ça se fait largement. Bah oui, parce que Valentina, c'est pas du genre en plus à combattre très tôt. Elle a combattu il y a pas si longtemps que ça et elle met du temps entre chaque combat. Donc ça se joue potentiellement parce que ça, pour le coup, combat historique à vendre sur la Maison Blanche, ça se fait totalement. Et après Ouais. derrière, bah ça laisse encore ouais 3, 4 mois. Donc alors c'est en mois de juin, là on est quoi, Même janvier. pour Nunes, c'est pas du tout le même profil que t'affrontes là. Donc, il faut refaire un camp complet, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, parce que ça fait quoi? Ça fait 5 mois, 5 mois jusqu'au mois de juin. Hmm. Donc 5 mois, c'est C'est pas jouable. Enfin, déconnant, hein. 5 la mois. temporalité, elle est pas déconnante, ouais. Bah, si tu prends Ouais. en compte la montée de poids pour Valentina, 5 mois, c'est parfait, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis après derrière, donc ça fait fin d'année quoi pour justement remettre un fight contre Harrison, quelle que soit Hmm. la gagnante du combat. Écoute, ça me plaît. Moi, dans ce sens-là, ça me plaît aussi parce que tu sais, on était sur toujours une question de légitimité, de savoir qui allait prendre quoi. On savait pas justement si on allait revoir le combat de Valentina contre Nunes. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais Nunes elle perd, bah tu voyais pas la trilogie. Hmm. Il y avait peu de chances que ce combat se fasse. Donc le fait que le destin nous offre cette opportunité entre guillemets, tu vois, Oh, c'est ouais, ça clair. peut peut-être le C'est faire. Hein. clair. D'autant plus que si Valentina était amenée à gagner, un Valentina Harrison, ça me plaît aussi. Oui, 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 dans les deux cas. C'est pour ça, c'est ce que je te dis en Donc, fait. ouais, non, c'est parfait. Ouais, parce que Nunes Harrison. Bah, après, c'est ce que t'espères en fait. T'espères que Valentina gagne contre Harrison et que Harrison prenne Nunes.
en demi-finale d'un nouveau titre. De toute façon, il y a personne derrière. Non, par Ouais. contre, blague à part, le pire qui puisse arriver là à l'UFC, ça serait que Harrison ne puisse pas revenir. Tu vois ce que je veux Le dire? pire, Que sa le pire dans blessure quel au sens? cervical, que sa blessure au cervical fasse qu'elle puisse pas revenir. Ouais, mais en quoi ce serait le pire? Parce qu'il y a personne derrière. En fait, là, ils avaient enfin une combattante, donc américaine, qui fait des combats plutôt pas mal, tu vois, avec son judo et tout ça. Alors c'est pas non plus Ouais, c'est pas le le feu non niveau plus, de hein. fou, hein. C'est pas le feu non plus, mais regarde ce qu'il y a derrière. Franchement, cette catégorie, c'est une catégorie qui est morte. Donc ils avaient enfin quelqu'un de bon, enfin, tu vois, de vendable, tu vois, de Jean-Claude Vendable. Et donc, De vendable pour leur public, ouais. Uniquement pour leur pour leur public, en fait. oui, oui, oui. Alors pour leur public, mais pas que, tu vois. Enfin, nous, on a regardé les combats d'Harrison, on les attendait les combats d'Harrison. Alors c'est vrai qu'il y a un combat qui a été pas fameux, c'était contre comment elle s'appelait déjà. Je sais plus, mais oui, alors, ce combat, c'était une purge. Ouais. Attends, je vais te dire ça contre qui c'était, mais oui. Alors ce combat-là, c'était très compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, les autres combats, on n'était pas non plus. Enfin, tu vois, ça allait quoi. Kayla Harrison. Kayla Harrison, c'était son combat contre Kathleen Vieira. Ouais. Donc, mais sinon, regarde, t'as les deux autres combats, que ça soit contre Holmes. Bon, après, c'était que Holmes, fin de carrière, ou contre Juliana Pena, c'est deux soumissions, tu vois. Oui, oui, parce qu'elle est largement au-dessus. Ça C'est bien manque ce que de je dis. position. Donc, il y a Ouais, bien sûr. le fait qu'elle soit largement au-dessus donne, en fait, tu sais, on sait très bien que il y a deux choses qui font des bons combats, c'est un bon match-up, ou une opposition de style, où il y a un niveau d'écart. Tu vois, parce que forcément, le fait qu'il y ait un niveau d'écart, bah forcément, tu vas vers une domination, tu vas vers un finish potentiel. Hmm. Vu qu'elle est un niveau au-dessus de presque tout ce qui suit, en soi, voilà. Jusqu'à, moi, ce que j'aurais voulu voir, tu vois, c'est la montée, de toute façon, de Bia Mesquita, au fur et à mesure, et une Bia Mesquita contre Harrison. Tu vois, ça me parle, tu vois, comme combat. Ah, il y a même d'autres montées, hein. Franchement, une Manon Fiorot qui monte, moi, ça m'intéresse sur le Ah, papier, hein. oui, toi, tu parles de montée de catégorie, moi, je parle de montée dans le niveau, dans le Ah, ouais, ranking, ouais, tu vois. ouais. Ouais, ok. Ouais. Non, mais il y a des choses à faire chez les féminines. Bah, après, c'est vrai que dans cette caté, pas tant que ça. Mais avec le retour de Nunes, si Valentina monte, ça va relancer vraiment en tout cas, le top 5. Ouais. Donc, à voir. À voir ce que ça va donner, à voir pour la suite. En tout cas, on espère que ça soit pas une blessure trop grave, déjà. Qui c'est qui a parlé aussi de d'hernie cervicale, là, et que, d'hernie discale, et qu'il allait peut-être devoir se faire opérer? Putain, c'était où que j'ai vu ça? C'était où que j'ai vu ça? Que si ça continuait comme ça. Ah bah c'est Tsaroukian. Tsaroukian Non, qui parle lui, de c'est ça. pas une hernie cervicale. C'est une hernie dans le... Comment ça s'appelle? Ah, c'est quoi le nom? Yatal? C'est un truc comme ça. Inguinal? C'est ça. C'est ça. Ouais, parce que j'ai un bac plus 2 médecine. C'est Donc, ça. C'est quoi un gunal? c'est au niveau de l'inguini. Ah, il est en forme. Ah, écoute, je suis fatigué, tu me connais quand je suis fatigué, hein. Donc, je veux pas dire de conneries non plus. J'ai un bac plus 2. J'ai pas dit un bac plus 8. Donc, attends, hernie inguinale. Si j'avais Madame Jarod, elle aurait pu me dire ça, mais c'est une grosseur à l'aine survenant lors des éléments contenus de l'abdomen, l'intestin qui sort. Ok. C'est des éléments du contenu de l'abdomen, donc souvent c'est l'intestin effectivement qui sort et voilà. C'est ça qui fait la hernie. Mais en tout cas la hernie inguinale c'est à l'aine. Ok. L'aine qui est Ah, là. pli de la jambe, exactement. Anatomie première année. Ok, donc ok, on est bon. Bah écoute, je sais pas. En tout cas voilà, lui aussi. Bah non, tu vois, j'ai lu hernie, mais tu vois, j'ai pas poussé plus loin. Donc tu sais, basiquement, je me suis dit c'est un lutteur. Ouais. Hernie cervicale. Tu vois, c'est comme ça. On le sait, c'est un peu notre lot à tous. Donc voilà.
Bref, on verra la suite. En attendant, un combat qui, je l'espère, va se faire et qui ne sera pas, où il n'y aura pas de combattant out, c'est le combat d'Oumar Sy qui va combattre contre Yon Kutelaba, donc qui revient après sa victoire contre Benson Ribeiro en septembre. Contre Yon Kutelaba le 14 mars, à l'UFC Fight Night 114 à l'Apex, enfin l'Apex ou le Meta Apex, puisque maintenant ça s'appelle le Meta Apex. Je sais pas ce que ça va changer, mais en tout cas voilà, ça fait 5 ans qu'ils négocient pour changer le nom, en tout cas visiblement. Et donc Yon Kutelaba, écoute, c'est adversaire non classé pour le coup. Pareil pour Omar Sy, il est toujours pas classé dans le top 15, mais un adversaire qui est à l'UFC depuis 2016. Donc je sais pas combien de combats il a à l'UFC, mais depuis 2016, il a 19 victoires, dont 13 KO, 3 soumissions, 3 décisions, et 11 défaites. Donc un bilan mitigé, on va dire, avec 3 KO, 3 soumissions, 3 décisions et une disqualification et un no contest. Écoute, c'est peut-être pas Attention, quelqu'un de classé, mais c'est un nom, attention. déjà. Et Ouais, attention à Yon Kutelaba. je suis d'accord. Parce que j'entends encore les commentaires. J'ai vu un peu qui disaient que ça tombait très bien, que ça soit contre lui, que c'est sur le papier. Alors c'est vrai, sur le papier, Oumar a tout pour battre Kutelaba facilement. Mais comme il avait Mhm. tout pour battre Menifield facilement, et Kutelaba, ça cogne. Ça cogne en anglaise. C'est une grosse puissance de frappe, ça éteint. Oumar Sy, Mhm. sur ses combats, je l'ai trouvé friable en anglaise. Tu vois, vraiment sur le reculoir. Il a une excellente allonge. On met souvent ça en avant, mais je trouve qu'il sait pas encore l'utiliser comme il faut. Correctement. Mais alors, il va progresser à chaque camp, évidemment. Mais c'est pas encore, on n'en est pas encore là. Donc, il suffirait. On sait que la stratégie, de toute façon, c'est de le ramener au sol et de le soumettre. Dans la logique des choses, ça doit être ça. Mais attention quand même à un mec qui se jette comme Couté là-bas, qui, en fait, dès le début du combat, qui tente le tout pour le tout. Parce que tu peux vite retrouver dans une bagarre. Et à ce jeu-là, c'est pile ou face. Ah, tu vois, je suis pas aussi rassuré que les gens sur ce combat. Ça peut passer comme une lettre à la poste, comme tu peux te retrouver dans un bourbier où tu t'y attends pas en fait. Ouais, alors après en plus tu dis la logique ça serait de descendre dans les jambes et de le soumettre effectivement, mais sur 31 combats, il a été soumis que 4 fois. Tu vois. Bon, Hmm. sur ces 4 fois, il y a Johnny Walker. Je me dis que si Johnny Walker l'a soumis, normalement, Omar Sy doit pouvoir le faire aussi. Maintenant, faut pas effectivement qu'il s'endorme sur sa boxe. C'est vrai que c'était le point négatif qu'on avait noté ces derniers temps, c'était que justement il en oubliait un petit peu que c'était un lutteur grappleur et que il cherchait un peu plus à boxer et à avoir une boxe plus propre entre guillemets, en tout cas essayer d'avoir une boxe plus propre et d'utiliser son allonge. Il y a une certaine logique à vouloir utiliser l'allonge, hein, étant donné qu'il en a. Il y a une certaine logique. Mais en même temps, l'allonge, tu sais, on parle souvent de l'allonge pour la boxe, mais on peut parler aussi de l'allonge pour la lutte. C'est-à-dire qu'il peut aller chercher beaucoup plus loin, tu vois, un adversaire. Et qu'il l'utilise comme ça, quoi. Qu'il en profite pour ça. Donc oui, j'espère qu'il va un peu plus lutter. J'espère qu'il va pas chercher à échanger trop longuement avec QT là-bas. Et voilà, c'est un combat qui est bien sur le papier, mais c'est pas un combat facile en tout cas, et c'est un combat que tu peux pas te permettre de perdre en plus, celui-ci, Non. En tout cas, alors parce que tu t'éloignes encore un peu plus du classement, quoi. c'est ça. Perdre contre Couté là-bas, c'est pas honteux. Hein. Tu vas pas être cut si tu perds contre lui. Le truc, c'est que vu les aspirations d'Oumar et l'espoir qu'il y a sur lui du côté français, t'es Hmm. obligé de passer Couté là-bas. Tu vois, si Ouais. tu veux viser plus haut, voilà, ça, c'est un très bon test de d'entrée avant le top 15, tu vois. Je pense qu'ils sont autour du top 20. Mais Il est c'est 19, voilà. je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est avant d'affronter le top 15, c'est très bien. Ouais. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est vraiment un combattant, par contre, qui va te donner de la hype, tu vois, pour le coup. C'est, euh, euh, c'est un combattant qui va te donner de la visibilité. Enfin, plus que de la hype, qui va te donner de la visibilité. Ah, il Donc, fait beaucoup parler de lui à chaque pesée déjà il y a ça, tu sais, quand il vient en vert, etc. hmm. En mode Hulk. Et puis Hulk. même ces combats, ils sont, il y a quand même une attente. Tu sais, il y a des gens qui regardent juste pour voir des KO. Et quand Couté là-bas il combat, tu sais que potentiellement ça peut arriver d'un côté comme de l'autre, parce qu'il met du cœur dans ses combats et que c'est tomber ou faire tomber. Ouais.
Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça. On l'analysera en temps et honneur, hein. On a le temps, hein. Comme j'ai dit, c'est le 14 mars, donc on a le temps. Mais bon, une belle annonce. Une belle annonce. Mm. Après, à voir où est-ce qu'il va faire son camp aussi, Omar Sy. Tu vois, est-ce qu'il va plus est-ce qu'il va plus s'entraîner ici ou plus aux États-Unis, je ne sais pas. Là, en tout cas, il est en France, ça c'est sûr, parce que je l'ai vu le week-end dernier. Il était au Diamond Jiu-Jitsu là, justement, dont je vais parler à la fin. Et donc voilà. Ouais, je l'ai vu juste avant qu'il annonce que l'annonce soit faite du combat. Sinon c'est dommage, sinon j'aurais été lui parler et puis j'aurais essayé de gratter des informations. Bref, un autre combat qui a été annoncé et qui est très surprenant, c'est Paulo Costa qui monte en light heavyweight. Donc il va affronter Azamat Murzakanov le 11 avril à l'UFC 327 à Miami. Murzakanov qui nous avait mis un joli KO contre Rakic à l'UFC 321 et surtout Murzakanov qui est déjà invaincu, 16-0, 12 KO, classé 6 donc dans la catégorie. Écoute, je sais pas quoi penser de ce fight. Déjà, je sais pas quoi penser de l'annonce de la montée de Costa, de Paulo Costa. Qu'ils le mettent face à quelqu'un de classé, c'est normal, entre guillemets, enfin, son statut, sa hype fait que, voilà. Maintenant, j'ai l'impression C'est que, plus sa déjà, ils hype. lui mettent pas le profil Ah, le plus simple. c'est plus sa hype, quoi. Et encore, quelle hype. Bien longtemps qu'il n'y a plus de hype. Honnêtement, Ah, on l'a déjà dit pour plein de fois, hein. l'UFC, pour Je l'UFC, sais, si. Pour nous, non. Pour l'UFC, si. je sais pas, il a des vidéos compromettantes sur Dana White ou c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Le mec, il était que sur des défaites, que des annulations de combat, dernière minute, que des problèmes. Et depuis la défaite contre Adesanya, sa carrière est partie complètement en couille. Tu vois, voilà, quand tu parles de privilège, lui, il a le privilège. C'est sûr. Lui, il a le C'est son privilège, côté beau ça. gosse. Mais En bon, fait, et ils en le mettent, plus, ça, avant, il délivrait dans la cage. C'était quand même des guerres, c'était plaisant à voir. Ces derniers combats, ils sont pas fous, hein. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je crois que c'est le côté visuel, tu sais, c'est le mec plastique un peu, plastique parfaite, Ouais, tu le sais, beau playboy gosse. brésilien, quoi. C'est ça, c'est ça. Bon, par contre, ils en profitent et ils le mettent un maximum avant que la calvitie prenne un peu trop d'ampleur, parce que on va pas se mentir, elle arrive à grands pas, plus vite qu'une ceinture d'ailleurs. Mais en tout Ça, cas, c'est sûr. tu lui Ils donneras des montent conseils, hein, tous. bon. Ils Mais montent tous parce que la KT, elle est bouchée, elle est morte. Elle est morte, la KT. Il y a Whittaker aussi qui a annoncé qu'il voulait monter. Il en parle depuis un moment, mais visiblement, oui, ça devrait se faire là. Ça, alors, c'est encore pire parce qu'en termes de gabarit, Whittaker, c'est encore un plus petit gabarit. Mais bon, ils se disent potentiellement 93. On le dit depuis, ça fait un moment de toute façon, hein. C'est la KT la plus faible. C'est celle où tu as le plus de chances de briller. Maintenant, il y a une réalité qui est alors celle du physique, tu vois. Un c'est ça. Whittaker ultra technique, il y a une limite physique que ta technique ne pourra pas dépasser. Quand tu vas tomber sur un vrai 93 bien lourd, tu peux être aussi technique que tu veux. À chaque frappe qu'il va te mettre, tu vas les sentir différemment. Mais en fait, c'est ça qui est inquiétant parce que il y a 9 kilos d'écart entre les deux KT. 9 C'est énorme. kilos, voilà, 9 kilos, en sachant que les mecs qui sont en moins de 93, ils pèsent pas 93 kilos. On le sait très bien, ça cut et tout ça, il y a pas de souci là-dessus. Mais même si la KT elle est morte, t'as quand même des bourbiers et des bourbiers qui peuvent te jouer avec ta santé. Tu as Murzakanov, il peut jouer avec ta santé. Tu prends un Rountree, il peut jouer avec ta Roundtree, c'est santé. ce que j'allais dire. Tu Tu prends un prends Roundtree, tu prends un Jiri. un Prochaska, il peut jouer avec ta santé, tu vois. Un Pereira, il peut jouer. Bon, lui, on sait pas de quoi demain est fait avec lui, mais peut-être qu'il y aura plus de problème avec lui parce qu'il va peut-être monter. Mais t'as quand même certains profils. Mais Il même te tue. Jamal Hill. Mais même si tu vois, même si Jamal Hill il performe pas de ouf, tu sais, chez les moins de 93, mais quand tu montes, mais ça reste quand même un bon striker qui cogne dur et qui peut te mettre KO, tu Eh vois. oui, bien sûr. Bien sûr, l'impact des coups. Non, non, ouais. Ils se mettent dans des situations compliquées. La Costa, je vois pas ce qu'il vient faire là. Après, bon, je pense qu'il a pas eu Surtout, d'opportunité. Il a plus d'opportunité en 84, en fait. ouais. Mais parce que de mémoire, il a toujours fait le poids. Il n'y a pas eu de problème en fait pour le poids. Je crois pas qu'il ait raté de poids. Je sais pas. Je veux pas dire n'importe quoi, je sais pas. Attends, je vais te dire ça.
Ça qui est beau avec Tapologie, c'est qu'ils le mettent. Mais de mémoire comme ça, j'ai pas l'impression qu'il ait raté le poids récemment, tu vois. Paulo Costa, tac tac tac. Non non. Non, il n'y a pas eu de problématique particulière. En tout cas, il n'y a rien de marqué. Alors peut-être qu'il galère à le faire, mais en tout cas, parce qu'on sait que plus on vieillit, plus on peut galérer à faire du poids, à cutter le poids. Mais en tout cas, pour le coup, puis en plus, il est sur une victoire, contre Mhm. Kopilov. Ouais, ouais, il est sur une victoire. Donc, mais après, bon, contre un Kopilov qui était pas classé, tu vois aussi. Bah c'est ça, là c'est un accélérateur de carrière qu'il prend. Tu m'as dit qu'il est classé sixième en 93, son adversaire. Ouais. Ah, Ah, tu vois, tu arrives au bord du top 5. on sait que cette KT elle tourne en rond. Il suffit que tu tapes le sixième d'une bonne manière. Franchement, ils peuvent te faire sauter tout le monde. Oui, 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 bah surtout comme je te dis, parce qu'il a quand même une hype, notre cher Paolo Costa. Attends, je vais aller voir la KT. Les mi-lourds, tu vois. Ouais, 6 c'est Murzakanov, mais juste après c'est Blakovic. Blakovic, c'est pas gagné d'avance hein, avec Blakovic. Après on a C'est même Rantry. perdu. C'est même perdu. Ouais. Hulberg. On a Rantry, Hulberg, Ankalaev, Jiri et Pereira. Costa, Tu il la vois passe où la aucun. suite là-dedans? Costa, il passe aucun de ses noms. Pour moi, hein, il passe aucun de C'est ses noms. Même Whittaker, pour moi hein. c'est pareil. Whittaker passe aucun de ses noms. Ouais. Parce que même s'il veut jouer la carte de la lutte, Ah admettons. oui. Ah, mais non. Impossible. Physiquement, c'est pas possible. Et tout son jeu de in and out, de rentrer-sortir, on a bien vu les derniers combats de Whittaker, il se fait cueillir au moins une fois par combat. Sauf que là, tu vas pas juste chanceler dans cette KT. Quand tu vas la prendre, tu vas dormir. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh... Ouais. Si jamais ça coupe, hein, parce que je teste avec mon nouvel appareil photo la caméra, mais là il est en train de me faire une petite alerte comme quoi ça chauffe, alors qu'il Ah est pas ouais. chaud, mais visiblement il dit que ça chauffe, donc on verra. Après, tu Si sais ça quoi, coupe, libre à eux de tester, hein, parce que c'est vrai que la KT est bouchée en 84. Je pense que c'est des mecs, notamment plus pour Whittaker, qui a toujours été dans le top 3. Quasiment toute sa carrière en 84, il était aux portes d'un titre, tu vois, il combattait que pour des titres. Il veut pas se retrouver à faire un portier du top 5. Donc il se dit, bah je tente, j'ai rien à perdre. ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a un autre combat qui bah m'inquiète un peu entre guillemets, mais du fait de on va dire du moment, du momentum. Du momentum, comme dirait Aldric Cassata, tu sais, dans sa carrière, c'est Adesanya qui va affronter Joe Pyfer le 28 mars Ah, à j'ai vu. l'UFC Fight Night Seattle, c'est le main event. Donc Pyfer qui est classé 15, Adesanya qui est classé 6. Écoute, en temps normal, j'aurais dit Adesanya facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce côté inquiétant de tomber contre un puncher quand tu sais que t'es tombé KO contre Nassourdine Imavov. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux tomber KO. Écoute, que t'as plus les mêmes aptitudes, je sais pas, tu le sens un peu moins félin qu'à l'époque, moins rapide. En fait, tout est Euh, relatif. Tout est relatif parce que attends, je je sais vais pas, hein. nuancer parce que quand tu le vois, ouais, effectivement, je vais nuancer parce que c'est vrai quand tu vois le premier round contre Dricus du Plessis, enfin tu vois au début il gagne le combat. Quand tu vois le Mais premier même round contre Nassour, contre hein. Nassourdine, Ah ouais. justement ce que j'allais dire contre Nassourdine, c'est vrai qu'il est encore là. Ouais, c'est vrai que ouais, on peut nuancer. On peut nuancer, mais on a un Pyfer qui quand même vient de se débarrasser de Gastelum, qui même si lui aussi est en fin de carrière, bah ça reste toujours un profil qui est compliqué à prendre. Donc bon, je sais pas. Je trouve que en fait, c'est un combat qui pour moi s'équilibre entre guillemets avec le niveau tu sais de carrière d'Adesanya, tu vois, Voilà. carrière dans le temps. On en est là. Maintenant, si on prend les deux avec ce qu'ils font de mieux, logiquement, il y a quelques temps, Adesanya aurait joué avec lui. C'est ma Ouais, vision, hein. ouais, ouais. Il aurait joué avec lui, il l'aurait kické dans tous les sens, il serait sorti à chaque fois. Et il y a de grandes chances que c'est ce qui se passe, hein. Le truc, c'est qu'Adesanya, j'ai du mal à situer où il en est dans sa carrière, ce que lui veut, quelles sont ses attentes, est-ce qu'il s'entraîne encore aussi dur? Tu vois, il y a toutes ces questions-là.
t'as un Pfeiffer qui est sur une montée, donc lui, il a faim. Tu vois, y a personne qui s'entraîne plus qu'un mec qui a la dalle. Qui s'entraîne à des Adesanya, c'est la fin, donc difficile Et à puis, jauger. encore une fois, Mais tu il me plaît, proposes hein, le nom ce combat. d'Adesanya, hein? Moi, ce combat, il me plaît, hein. Ce combat, il me Ouais, plaît parce que Pfeiffer, il a montré des beaux trucs en lutte. Ça veut dire qu'il a aussi cette option-là de venir lutter. Il est très puissant. c'est ça. Il frappe très fort. Donc, c'est intéressant. Je trouve que c'est un bon fight. Mais à des Adesanya qui Ouais. sert de tremplin, malheureusement. Ça va vite, l'UFC. Hein. T'es la plus grande star de l'UFC. On parle de toi comme un des plus grands champions qu'on ait jamais vu. Et maintenant, tu sers de tremplin pour les mecs qui arrivent. Ouais, mais ça a toujours été, il y a une certaine logique là-dedans, de toute façon. C'est normal, plus tu vas vouloir durer, et plus au bout d'un moment, tu vas devenir justement un gatekeeper et un nom sur lequel t'appuyer. Regarde, Adesanya lui-même, il a profité de Anderson Silva à D'Anderson l'époque pour Silva, bien s'appuyer sûr. dessus et pour monter. C'est vrai. Donc, c'est la suite logique, en fait, finalement. Après, il y a des passations de pouvoir qui sont plus belles que d'autres. Tu vois, quand tu prends Adesanya, justement, Anderson Silva, il y avait ce côté, changement d'air, mais avec un style similaire, entre guillemets. Similaire. Hein. Là, avec Il y a Pfeiffer, beaucoup de respect. c'est Ouais, deux ouais. choses différentes, tu vois. C'est deux choses Ouais. différentes. Donc, mais en tout cas, ça veut dire que l'UFC parie quand même sur Joe Pfeiffer, ça c'est sûr, pour le coup. Ouais, à voir. Franchement, j'ai vu l'annonce, tu sais, ouais, voilà, c'est peut-être pour ça que je suis pas matchmaker, mais, mais en tout cas, j'aurais pas pensé à ce fight-là en première intention. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un fight où je me dis, ouais, ce combat-là, il va arriver. À un moment, tu sais, t'as des combats comme ça, tu sais qu'ils vont arriver à un moment ou à un autre. Celui-là, c'est pas, tu vois, je me serais jamais fait la réflexion de me dire qu'aujourd'hui, il allait arriver, justement, le 28 mars, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi non plus. Après, je pense pas tous les jours à Pfeiffer non plus. Donc, toi, si tu me parles de cette KT, Pfeiffer, c'est pas le nom qui me vient en tête. Donc, Mais c'est pour ça. C'est ce que je te dis. Alors qu'Adesanya, tu vois, ça reste un nom. Et on se posait la question justement contre qui ils allaient le mettre. Et là, on voit clairement qu'ils le font regarder vachement plus bas. Après, la seule déclaration qu'il a fait récemment, c'est de dire qu'il ne combattrait plus en boxe, mais qu'il combattrait seulement en MMA parce que pour lui, c'est l'art ultime. ouais, ça Donc j'ai vu. voilà. Et aujourd'hui, c'est un vrai combattant de MMA. Donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tant qu'il veut continuer. Après, il l'avait dit, hein, qu'aujourd'hui, il était plus dans cet objectif d'aller chercher la ceinture, que si ça venait, bah pourquoi pas, mais qu'il était plus du tout dans cet objectif. En fait, il déroule la fin de sa carrière. Écoute, pour moi, tu sais, c'est ces moments charnières d'une carrière. Quand tu prends un top 15, un début de top 15, puisqu'il est classé 15, voilà. Si tu passes pas ça, même si ça veut rien dire, hein, parce que t'as des mecs, c'est pas parce qu'il est top 15 que il va pas finir champion dans Bah deux oui, ans, c'est tu vois, je ça. dis une connerie. Mm. Mais il y a des défaites qui vieillissent mieux que d'autres. Mais quand même, c'est un signe, c'est un symbole. Tu vois, si tu perds contre un top 15, c'est que là, on peut vraiment parler de déclin. Aujourd'hui, je peux pas le dire. Perdre contre Nassourdine, Imavov, qui est classé 1, qui a Perdre battu, contre je sais Strickland, pas combien de qui est ancien personnes du top, champion. Tu vois, il a perdu que contre des anciens champions ou des prétendants à ou la des ceinture. champions. Ouais, c'est ça. Donc là, tu te dis, bon, ok, il y a une passation, effectivement, il y a un niveau qui est autre, mais ça reste encore crédible. Tu vois, tu te dis, bon, il est encore là. Il est en perte de vitesse, mais il est encore là. Ah, tu perds contre un top 15, là, c'est une autre histoire. Là, faut réfléchir à la suite, mais quand on parle de la suite, c'est pas forcément une suite à l'UFC, quoi. Ou alors accepter, tu sais, comme un Arlovski en son temps. Tu vois, de se dire que je vais durer, mais je vais durer, ouais, dans un top 15 aux alentours, en gravitant dans un top 15, top 10, quoi. Ouais, ouais. Pourquoi pas? À voir. Ce mois de mars, il est chargé, hein. Il est chargé de questions et d'attentes de réponses. C'est vraiment ça. Je te jure, ce début d'ère Paramount, c'est vraiment, pour le coup, ouais, beaucoup de questionnements sur le matchmaking. Vraiment. Pour le coup. En parlant de matchmaking et de personnes qui est un peu boycottées par l'UFC, mais qui cherchent le combat idéal, on va parler de Tsaroukian, on en parlait tout à l'heure, et de son hernie inguinale. Le seul combat qu'il prendrait justement en dehors de la ceinture incontestée,
ça serait pour une autre ceinture potentielle, et ça serait contre justement Oliveira. En fait, c'est vraiment ça. En fait, pour l'instant, il est pas dans les petits papiers de l'UFC. Pour l'instant, on sait qu'ils veulent pas le booker demain pour un titre. Contre Oliveira ou même contre Holloway? les backups, comment? Contre Oliveira ou contre Holloway? Oliveira, il est contre Holloway. Oui, oui. Non, je parle de Non, Tsarukyan. mais Tsarukyan, lui, il veut combattre pour la ceinture BMF. Ouais. Non, mais c'est Donc, Oliveira qui veut. Il veut Oliveira, il veut pas. Enfin, il parle il pas de veut que Tsarukyan pour l'instant. Oliveira. Pour l'instant, il parle que d'Oliveira. Alors peut-être qu'il est convaincu qu'Oliveira va prendre la ceinture. Hein. Il dit je suis trop. Enfin après, si je lis bien, hein, mais en tout cas j'ai l'impression que je lis bien quand même. Je suis trop jeune pour attendre sans rien faire. Si on me propose le titre BMF, ce serait parfait. Si Charles Oliveira gagne, ce serait bien. Il y a une histoire entre nous. Je prends cette ceinture, puis je vais chercher la vraie, juste pour rester actif. Lutte ou et grappling, c'est bien, mais je suis là pour l'UFC. Donc, Bah, tu vois, il dit qu'il veut la ceinture BMF. Donc, même si c'est ouais, Holloway, il c'est dit, Holloway. Mais il préférerait Charles. c'est ça. Parce que il y a une histoire entre les deux et parce qu'il sait très bien que c'est une victoire qui a été aussi, tu vois, Contesté? pas litigieuse, mais Contestable, ouais. voilà, qui est Ah, si, contestable. ça dépend hein, de comment tu regardes le combat. Tu peux lui donner la victoire à Oliveira. Le truc, Oui, c'est mais on peut pas que... parler de vol. Non, Encore non, une on fois, ne tu peut sais, pas on parler de parle vol. pas de vol. Voilà, c'est ça. Non, non. C'est-à-dire que ça aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre et qu'il a besoin de montrer sa supériorité parce que c'est ça aussi, hein. Tu sais, lui, il ne va gagner de toute façon sa chance au titre que s'il arrive à éteindre tous ceux qui peuvent y prétendre. Donc, il a besoin de ça. Il a besoin là d'aller le chercher, de le Et encore, reprendre. est-ce que ça Voilà. suffira? Est-ce que ça suffira? Parce que déjà la BMF, je pense qu'il peut l'oublier. Hein. Tout ce qui est ceinture, il peut l'oublier. Tout ce qui est mis en avant là. Dana White, il a été clair sur ça. Hein. Il a même dit ouvertement que c'est le coup de tête sur Dan Hooker en conférence de presse qui lui avait coûté Mm. le prochain title shot. Donc C'est la goutte d'eau. non, non, bien sûr. C'est la goutte d'eau. Puis je te dis, le coup de genou contre le mec en grappling aussi. En plus, il en rigole, ce con. Le pire, c'est qu'il se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je perds mon sang-froid, mais 5 secondes, après, ça va bien. Ouais, mais 5 secondes, c'est déjà 5 de trop, tu vois. C'est long, 5 secondes. Donc, donc bon. Et pour Holloway, ouais, oui, je pense que, bon, s'il accroche le nom d'Holloway, c'est bien aussi. Mais Holloway, le truc, c'est que, aujourd'hui, il monte dans cette caté, donc, il a encore des choses à prouver dans cette caté. Tu vois, c'est pas quelque chose un appui qui te, entre guillemets, qui te Ah, donne un accès. ouais, je suis d'accord. Mais bon, quand tu viens de taper coup sur coup Justin Gaethje, qui combat pour la ceinture là, et Dustin Poirier, ça y est, on peut dire que t'es installé. Non. Et nous, on sait très bien de ce qu'on en pense, puisque justement, on milite pour que il ait sa revanche. Enfin, on aurait voulu qu'il ait sa revanche justement contre Ilia Topuria. Bon, on verra quand est-ce qu'il va revenir. En plus, j'ai l'impression que ça se décante un peu sa situation là, Ilia Topuria. Hmm. Mais d'ailleurs, j'ai vu. Attends, c'est quoi son palmarès actuel là? Genre, ils lui ont rajouté une victoire à son Une palmarès. victoire, parce qu'il a gagné le procès. J'étais mort de rire. Donc, donc ouais, non, j'ai vu un edit. Ouais, c'était un edit. Donc là-dessus, c'était très drôle. Mais bon, en tout cas, donc on sait très bien hein, ce qu'on pense d'Holloway, mais je parle pour la plupart des gens, tu vois, il y en a plein qui ne croient pas encore en Holloway dans cette catégorie-là, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça. Alors qu'Oliveira, bon, ça reste toujours un nom. Et puis surtout si justement il prend cette ceinture, bah tu vois, ça confirmerait ce que pensent les gens d'Holloway dans cette KT en moins 70 et ça referait encore voilà, ça remettrait un peu de lumière sur Oliveira, ce qui fait que ça lui redonnerait de légitimité, surtout qu'il dit hein, que potentiellement il pourrait retourner à la ceinture s'il prend la ceinture BMF, enfin tu vois qu'il se rapprocherait encore une nouvelle fois d'avoir une chance au titre, et quand tu vois combien ils en ont dans cette KT, bon, c'est crédible. C'est Pour crédible. revenir sur Tsarukyan, moi je crois pas à ce qu'il dit. Hein. Je pense qu'il a ce chemin dans la tête, mais il devra affronter d'autres personnes moins bien classées avant. C'est sûr. Il a encore un ou deux combats, je pense, avec une bonne attitude, on va dire. Et surtout, et ça il l'a dit, hein, il espère que Topuria ne revienne pas cette année. Parce que si Topuria revient, bah ça retarde encore plus l'échéance pour lui.
vois, si Topuria ne revient pas, il y a un moment, tu vas être obligé, même si t'as pas envie de le mettre parce qu'il y a plus de contender. Bah, c'est Mais ça. si Topuria revient, ça retarde encore plus. Donc ouais, il espère qu'il revienne pas. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans cette caté qui espèrent que Topuria ne revienne pas de toute façon, parce que c'est Mais compliqué de l'affronter. faut pas rêver non plus, hein. Ouais, faut pas rêver. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mm. Là, la souris est bien barbue. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y a des prétendants, hein, parce que regarde, si Holloway passe, il peut aller chercher la ceinture. Oui, oui, Oliveira oui, oui, contre, oui, oui, oui. si Paddy passe, Oliveira Paddy, c'est un match que les gens veulent voir. Parce que c'est vraiment, normalement, tu sais, on parle de la suite d'Oliveira avec un Paddy Pimblett qui est bon grappleur et tout ça. Ouais. Donc, ce De fight-là, toute il peut façon, potentiellement se faire. le Tu vois, prochain il y a encore prétendant du pour temps, hein. moi, le prochain prétendant hormis Tsaroukian, qui est légitime. Hein. De toute façon, si tu suis la logique des choses, c'est lui qui doit combattre pour la ceinture. Mais hormis ça, c'est le vainqueur de la BMF qui va affronter le vainqueur de Paddy Geji. Ouais. Si Topuria ne revient pas. Hein. Ouais. Et je te dis, il faut que ça se goupille bien parce que si Holloway gagne et que Gaethje gagne, bon bah après il y aura une certaine Ah, logique, mais c'est c'est un pas match mal qu'on a aussi. Hein. déjà vu, tu vois. Ouais, Non mais mais je prends, hein. Je prends. J'ai tu aimé le sais, premier, j'aimerais bien le deuxième, hein. entre ces quatre combattants, tu peux mixer tous les combats. Ça fera un beau combat sur le papier. Ouais. Parce que même une revanche Geji et Oliveira, sur le papier, ça reste intéressant. Ouais. Bah surtout le finish de ce combat, hein. D'ailleurs, t'as vu que Oliveira s'entraîne à faire le pointage de sol à la fin du combat. Oui, j'ai vu. Faut pas qu'il y aille, hein. On va pas se mentir, faut pas qu'il y aille. Non, faut pas. Il est passé au rouge. Parce que tout simplement enfin déjà le mec qu'ils ont mis en face, c'est pas Holloway déjà. Et puis c'est trop risqué. Il est trop faible du menton. Ah, vas-y, va jamais à la Oliveira. décision de toute façon, Oliveira. Oui déjà, mais ce que je veux dire par là, c'est que même s'il il tombe pas KO comme un Yato Puria, mais mais bon, Non, non, il tombera. il va prendre son knockdown. Il va tomber comme avec Topuria. Attends, t'as vu comment il a planté Geji dans le sol? Ah, c'est vrai, putain, c'est vrai. Et Ouais, non, Geji, il a un faut pas jouer menton. à ça. Faut pas jouer à ça. Il a planté Gadji dans le sol, il a forcé Poirier à venir lutter. Non, faut pas jouer à ça. C'est pas un bon plan, Oliver. C'est pas un Ouais. bon plan. Reste dans ton domaine de prédilection, même si lui aussi, hein. Lui aussi, quand il touche Icon, il est éteint. Ah non, mais ça c'est sûr. Non, mais le combat sur le papier là, c'est peut-être un Ah, des c'est un des combats. combats que j'attends le plus. Moi aussi, qui me hype le plus. Effectivement. En tout cas, Tsaroukian, lui, bah, il a compris que, tu vois, là, il cherche à avoir Holloway ou Oliveira, mais il cherche à éloigner les prétendants possibles que l'UFC pourrait lui mettre dans les pattes. Et dans ces prétendants possibles, il y a BSD. Et il s'est mis à le critiquer un peu, le BSD, tu vois. Il commence à, tu vois, quand ton nom commence à sortir, c'est que tu t'approches, tu sais, des sphères qui méritent d'être citées. Donc, il a dit, il n'a jamais combattu de vrai gars au top mondial et il n'a jamais fait partie des meilleurs. Son dernier gros combat, il l'a perdu. Et puis l'UFC l'aime beaucoup. Alors ils ne le mettront pas contre moi parce que tout le monde sait qu'il perdrait. Alors, tu me connais, j'adore ce genre de truc et je me suis amusé à prendre le palmarès de chacun à un instant T. Tu sais, c'est-à-dire quand on a proposé la ceinture à Tsaroukian, qui il avait affronté avant. Parce qu'il dit il a jamais pris de gros noms, blablabla. Alors il avait pris Charles Oliveira, ok, juste avant. Ben Eldarius, Joaquim Silva, Daguiris Magulov, Mateus Gamrot, Joel Alvarez, Gritos Giagos, Matt Frevola, Devi Ramos, Olivier Aubin-Mercier et Islam Makhachev pour son premier combat. Donc c'est pas le Islam Makhachev champion, c'est Islam Makhachev aussi en début de carrière UFC. Si tu prends notre cher BSD, ses derniers combats, c'est Benel Dariush, Marussi Rofi, Kyle Prepolek, Renato Moicano, Marc Diakiz, Dustin Poirier, certes une défaite, mais il l'a pris quand même, Matt Frevola, Thiago Moises, Ismaël Bonfim, Gabriel Miranda, Nicolas Stoltz et Eliseu Santos Zediski pour son premier combat dans la caté du dessus.
Je suis désolé, si tu compares les deux, je vois pas une énorme différence dans les noms. Peut-être Hormis même, Oliveira. Oh non, hormis Oliveira. hormis Oliveira. Mais après, ça suit une trajectoire montante pour, euh, Hmm. pour Tsaroukian. Ça suit une trajectoire montante. Donc si tu commences à monter et finalement t'affrontes Oliveira qui était numéro 2 ou numéro un même au moment où il l'affronte, c'est logique que t'aies la ceinture derrière. Maintenant, en termes d'opposition, ouais, BSD lui manque cette victoire contre un gros nom. Que je, Darius actuellement, je le mets plus dans la case des gros noms. Voilà, c'est Mais la seule différence. est-ce que tu le mettais dans la case des gros noms, justement, Non plus, avant, enfin, c'était quand déjà, il a affronté non, non, Tsaroukian? non, c'était déjà sur la fin. Je dis le seul vrai nom qui prend, hormis Makhachev qui avait déjà un niveau phénoménal, c'est Oliveira. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Et là, pour le coup, ce gros nom, tu vois, à la place d'Oliveira, parce que Et Gamrot. là, Mais il perd contre Gamrot ou il gagne contre Gamrot, je me rappelle plus. il perd contre Gamrot. En plus, c'est ça. En plus, il dit, voilà, mais au moins, lui, tu vois, il a perdu contre Poirier et lui, il perd contre Gamrot. Tu vois, déjà, rien que ça, c'est pas le même standing, tu vois, c'est pas le même niveau. Mais tu vois, le truc qu'il y a, c'est que, on va dire que le Oliveira de BSD, ça peut être un Tsaroukian. Le Oliveira de BSD, ouais, mais moi je pense que ça va aller même plus vite que ça, hein. Je pense que le hooker là que prend BSD et qui est classé, il est dans le top 5, top 6. Mhm. Top 5, je crois. Attends, je vais vérifier, mais... Ah putain, il est pas top Je vais 5. vérifier. Non, non, il est pas top 5. C'est pas Il est possible. 6, il est 6. Il est 6. Ouais, ouais. Donc tu vois, après il peut vite monter, Benoît. Oh oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, quand je te dis ça, c'est-à-dire que, en fait, lui, là, la logique de Tsaroukian, c'est de se dire, voilà, moi, je suis prétendant à la ceinture et tout ça. Mais avant d'être prétendant à la ceinture, il a fait un dernier combat contre Charles Oliveira, tu vois. Mais là, Tsaroukian, c'est pas le champion. Donc, son dernier combat avant d'être prétendant à la ceinture, ça peut être Tsaroukian. C'est ça que je veux te dire par là, tu vois. Ah ouais, C'est-à-dire que ouais. là, ils comparent leurs deux carrières, mais leurs deux moments de carrière, mais leurs deux moments de carrière, en fait, oui, toi, tu es aux portes de la ceinture, mais t'es pas champion. Et Oliveira, quand tu le prends, il est de nouveau aux portes de la ceinture, mais il est plus champion. C'est quoi, moi, je ressens même dans sa déclat une provocation justement pour affronter Benoît. Tu vois, quand il dit l'UFC me le mettra jamais parce qu'ils savent que nanana, c'est comme s'il faisait un appel du pied en mode vas-y, je suis ok pour le prendre. Écoute, Je le tant sens mieux, comme hein. ça. Pourquoi Je le pas, hein. sens comme ça. Pourquoi pas. De toute façon, Tant c'est une suite mieux, logique, ouais, hein. ouais. Non, mais il faut y aller. Non, mais Il y il a un faut moment, c'est l'affronter ce de que toute j'ai façon, dit. De bien toute sûr. façon, t'arrives, tu vas taper Hooker. Parce qu'il va taper Hooker. On va pas se mentir. On va faire l'analyse, mais même sans analyse, j'ai peu de mal de la croire qu'il va taper Hooker. Tu vois. Donc, il tape Hooker. Derrière, qu'est-ce que tu veux? Après, il reste que le top 5, hein, de toute façon. Donc, dans le top 5, comme je t'ai dit, il y a qui? Il y a Paddy, qui sera peut-être champion. Geji, qui sera peut-être champion. Après, il reste Holloway. Allez, si Paddy passe pas, peut-être prendre un Paddy derrière. Derrière Hooker. Tu vois, pourquoi pas? Ça peut être une solution. C'est un combat Si Paddy qui passe peut se pas, faire. oui, oui. Ouais. Et sinon, t'as Max Holloway, Charles Oliveira ou Tsaroukian. Ou alors, si Oliveira ne passe pas, oui, effectivement, ce combat qui devait être fait la dernière fois, qu'on peut refaire. Il y a des solutions. Il y a des opportunités. Mais quoi qu'il arrive, tout ça, c'est des combats qui sont compliqués. À part, encore une fois, on va le redire, Geji. Sinon, tout le reste, ça reste quand même des combats compliqués. Et même Paddy Pimblett, je le mets dans les combats compliqués. Je suis d'accord. Donc, c'est un style atypique et voilà, faut voir. Faut voir ce que ça donne. Est-ce que tu vas l'amener? Il va l'amener. Franchement, on va faire l'analyse. Je sais pas si tu l'as déjà fait, l'analyse de Geji J'ai Pimblett. commencé, mais j'ai pas fini. Ouais. Je pense que il l'amène au sol. Il y a pas de problème. Tu vois, BSD amène Oui, Paddy au mais sol. il va même se laisser amener avec plaisir. Mais voilà, c'est qu'au sol après c'est pas facile. Tu vois, c'est pas facile. Bref, on enchaîne avec Dana White qui dévoile sa rivalité favorite à l'UFC et elle dure encore. Donc, l'UFC, c'est le théâtre de beaucoup de rivalités qu'il y a eu dans l'histoire de l'organisation.
Que ça soit Khabib Connor, que ce soit Khabib Diaz, qu'est-ce que je raconte? Connor Diaz. Connor Khabib. Ou alors Connor Diaz. Que ce soit Connor, non, c'est le mec, c'est genre toutes les rivalités, c'est avec Connor. Non. J'ai niqué ma vanne tout seul. Que ce soit Anderson Silva contre Chelsonen, que ce soit JSP contre Matthews, que ce soit Ronda Rousey contre Misha Tate. On oublie celle-là, mais celle-là aussi, elle avait la dent dure. Ou encore Chuck Liddell contre Tito Ortiz. Il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup des rivalités. Mais celle qui a la favorite de Dana White, c'est celle de Jones contre Cormier. Il dit ce serait sans aucun doute ces deux-là, Jones et Cormier. Ils se sont battus à coups de poing dans le hall du MGN. Dave Schuller a fait une grosse erreur. Alors ça, on va rebondir sur la grosse erreur. Parce que tu sais, Dana White, il y a toujours des gens qui font des grosses erreurs quand il y a des bagarres. On est là pour s'assurer que ces gars-là ne se touchent pas et ne se manquent pas de respect. Si quelqu'un se sent manquer de respect, il faut qu'il réagisse. Donc, c'est ce qu'il dit. Moi, il me fait rire, Dana White. À chaque fois qu'il y a eu des embrouilles, quand il y a eu des bagarres, à chaque fois... Dricus Strickland, là, quand il s'était foutu sur la gueule, il avait dit, je sais pas pourquoi, comment ils ont atterri là, l'un assis à côté de l'autre. Après, quand il y avait eu l'embrouille, Dylan Dennis et tout, là. Je sais pas comment les mecs ont pu, voilà. Comment ils ont pu atterrir là. Vas-y. Tout est monté, tout est voulu. Quand Connor jette le truc sur le bus, je sais pas comment il a fait pour rentrer avec toute la sécurité qu'il y a. Vas-y, tu sais très bien, il y avait les caméras au bon moment. Ah, c'est un businessman, hein. Il est malin, il est très malin, Dana White. Il est très malin sur ça. Les ficelles, elles deviennent grosses quand elles sont redondantes. Et les siennes, elles sont très grosses et très redondantes. C'est ça le problème. Ça serait la tienne? L'opposition? Oui. Ah oui, clairement. Pour moi, c'est la plus grosse rivalité de l'UFC. C'est celle qui m'a le plus marqué. Parce qu'en plus, c'est vraiment l'époque où j'étais vraiment fan, où je suivais tout. Ouais, c'était très marquant. Parce qu'il y a tout. Déjà parce que c'est les deux meilleurs dans leur KT et de loin. Ouais. Ça veut dire que techniquement déjà c'était les meilleurs. Et puis tu sens en plus que ils se détestent vraiment. Et c'est deux personnalités complètement différentes. Donc il y avait vraiment tout pour faire une rivalité de fou. Ouais, cette haine, elle était pas feinte. Parce que tu vois un Diaz, par exemple, si je reprends Connor ou Diaz, tu vois, pas Khabib, parce que Khabib, bon, quand même si on voit avec le temps que lui aussi, tu sais, il faisait le mec calme, mais il était pas calme du tout. Mais tu prends ces deux-là, rien que ces deux-là, déjà tu sais que c'est des provocateurs et qui cherchent ça. Tu vois, Diaz, s'il a pas une conférence de presse où il jette des bouteilles d'eau, il est pas heureux. Ça se passe pas bien. S'il met pas une tarte à quelqu'un, c'est pas bien non plus. Connor, c'est pareil. S'il fait pas le spectacle, c'est pas bon non plus. Allez, Hugh C'est GSP, surfait. bon, allez. Non, c'est sportif. Mais c'est sportif. Parce que GSP, c'est un good guy, donc il y a pas de problème là-dessus. Anderson Silva, Sonnen, c'est pareil. C'est une rivalité, mais Sonnen, c'est une grande gueule aussi. Donc là-dessus, bon. C'est des trash talkers, donc ça n'a pas vraiment d'impact. Tu sais qu'ils pensent pas vraiment ce qu'ils disent. C'est ça. Par contre, ces deux-là, tu voyais qu'ils pouvaient même pas, souvenons-nous, hein, ils pouvaient même pas faire une conférence de presse assis côte à côte. Ils étaient obligés de le faire par un média interposé, enfin en tout cas avec chacun dans son coin avec une caméra qui les filme en direct. C'était pas possible, ils pouvaient pas être côte à côte. C'était impossible. Il y avait une rivalité de malade, une rivalité sur qui serait le meilleur lutteur, une rivalité sur qui gagnerait justement déjà le fight de base. C'était vraiment une rivalité qui était dure. Et même dans le fight, tu vois, qui va amener au sol qui. En fait, ils ont poussé le truc au max, tu vois. Vraiment, ils voulaient détruire l'autre. Et encore maintenant, en fait, c'est ça le truc. C'est encore maintenant. Tu sens que c'est pas fini. C'est des mecs, voilà, c'est des antagonistes. Et ça pourra jamais fonctionner entre eux. Tu l'as dit parce que Jones, il a fait le deuil du pardon. C'est ça qui m'a fait rire. Non, parce que là ils ont tourné, donc c'est tourné maintenant le TAF russe, donc voilà. Et Jones dit il y a eu quelques moments où on a pu rire ensemble, mais la plupart du temps c'est juste un connard. Regardez la façon dont il traite son staff. Il a amené des dizaines de yes men avec lui et leur disait littéralement va me chercher de l'eau. Pourquoi tu traînes? Ramène-moi ça. Il se comporte comme un petit chef. En dehors des caméras, il n'est pas sociable du tout et avec les autres membres de l'équipe. C'est vraiment un connard. Et je pense tous ceux
qui ont travaillé avec lui et avec lui le savent. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Il dit si je luttais contre Cormier, parce qu'il parle, tu sais, du fait qu'ils allaient peut-être s'affronter Mhm. au RAF, ce serait intéressant de voir ce qui se passerait. Je ne peux pas le dire avec certitude comment ça se déroulerait dans une pure compétition de lutte, mais une chose est sûre, je l'ai fait pleurer devant le monde entier et je l'ai effacé de la liste des grands combattants de tous les temps, des plus grands combattants de tous les temps. C'est justement ça, tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, parce que j'avais entendu parler du fait qu'il avait essayé de se réconcilier avec lui, mais que c'était tout bonnement pas possible. Parce que tu l'as dit la dernière fois, hein, Cormier, c'est un jour oui, un jour non. Un jour il va dire le meilleur parce il est dans ce truc de se dire, je peux pas trop le dénigrer parce que il m'a battu et il faut que je garde en fait le fait de le garder très haut dans l'estime des gens. Parce que le problème c'est comme il m'a battu, bah moi si je C'est dois être ça. très fort, il faut que lui soit encore meilleur. Mais à la fois, il le déteste tellement que ça peut pas durer longtemps, en fait, ça, et qu'au bout d'un moment, bah, il est obligé de le tacler plus que plus, en fait, c'est vraiment ça. Mais quand à la fin, t'as John Jones qui dit, de toute façon, écoute, mon gars, je t'ai fait pleurer. Tu sais, la honte ultime. J'ai effacé ton nom de l'histoire des combattants. C'est vrai que Daniel Cormier, aujourd'hui, tu prends Jones et Cormier. Cormier, il est encore là, sur le devant de la scène, parce qu'il est proche de la team Rabib, et parce qu'il est commentateur UFC, tu vois. S'il n'était pas encore à l'UFC, on parlerait peut-être plus de Cormier aujourd'hui, ou plus beaucoup, tu vois. Ben, c'est même sûr. Alors que Cormier fait partie de ces mecs où s'il y avait pas Jones à l'UFC, ça aurait été un des GOAT, je pense, Cormier. Très honnêtement, parce que je voyais personne le battre en 93. Il aurait régné pendant longtemps. Et puis en plus, c'était un poids lourd naturel. Donc il aurait pris la ceinture des lourds, il aurait été double champ. Mhm. Non, c'est un monstre. C'est vraiment, c'est comme il dit, hein, c'est vraiment lui qui a tué sa carrière. Qui a tué. Alors, il a eu une très belle carrière, Cormier, hein. Quand je dis tuer sa carrière, c'est gros. Mais c'est lui qui l'a empêché de devenir la méga star qu'il aurait pu être. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a tant de mal à, tu sais, quand le combat il avait été annulé, qu'il pleurait comme c'était pas permis que le combat soit annulé, qu'il avait dit mais c'est pas grave, même dopé je le prends, il y a pas de problème. Il voulait vraiment le battre. Et en fait, il aura toujours ça en travers de la gorge tant qu'il l'aura pas battu, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que là, il veut l'affronter sur son domaine de prédilection qui est la lutte. Mais c'est un combat qui est pas gagné d'avance quand même, hein. On va pas se mentir. Même si on l'a dit la dernière fois, c'est un règlement qui est différent. Mais tu vois, même, tu sais, la dernière fois on en avait parlé, mais il y a Kamaru Usman qui a fait une sortie là-dessus. Et lui, bon, lutteur, hein, Kamaru Usman, qui dit ce n'est pas si simple. Parce que John Jones n'est jamais passé en division 1 et n'a pas reçu ces distinctions. Les gens sous-estiment son talent. Je pense que John Jones aurait pu être plusieurs fois champion de la division 1. J'en suis convaincu. John Jones était vraiment doué en lutte. Je l'ai vu décider, je vais faire de la lutte. Et quand il s'est lancé, il a ridiculisé ses adversaires. Cet homme a un talent athlétique hors du commun. Tout le reste de sa famille, comme tout le reste de sa famille. Jones et Arthur sont deux champions de l'État de New York. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, car il s'agit de lycée, et DC a clairement des distinctions internationales, mais écoutez, ils se sont battus. Oui, je comprends que ce n'est que du combat et que c'est du MMA, mais quand il s'agissait de lutte, Jones n'était pas en reste. Cela ne va pas être aussi facile que ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, c'est vrai que Jones, il a été, euh, il a été testé en lutte beaucoup de fois, et même en lutte pure entre guillemets, tu sais. Et il est très bon lutteur. Il est excellent lutteur. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il est rentré plus vite dans le MMA et qu'il a décidé de faire carrière dans le MMA qu'il aurait pas pu en fait aller très loin en lutte. En fait, tout simplement. Il a Ah, raison, Kamaru Usman, quand il dit ça. bien sûr qu'il a raison, ça c'est une certitude. Maintenant, il n'a pas son plein potentiel en lutte. Tu vois, justement, le fait d'avoir fait la transition fait que son niveau en lutte pure n'est pas au niveau d'un Cormier, c'est pas possible. Ok, donc ça a coupé et tu me disais que effectivement Jones, il avait fait le choix effectivement de rentrer dans la carrière, mais qu'il n'était pas formé en lutte, tu vois, qu'il pouvait être bon lutteur, qu'il aurait pu aller loin, mais qu'il n'était pas formé en lutte complète par rapport à Cormier. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux pas prétendre que ça aurait été un grand champion de lutte. Alors oui, il a des facilités, oui, il est ultra talentueux. Malgré tout, le fait d'avoir transitionné, et on sait, on le voit avec par exemple des mecs du Jiu-Jitsu qui transitionnent en MMA, tu perds forcément du niveau. Donc pour moi, tu peux pas comparer en lutte pure, hein, un Cormier et un Jones.
Pour moi, s'il y a match, Cormier lui roule Ouais, dessus. mais tu vois, Cormier, même s'il a lutté à haut niveau, ça fait combien de temps qu'il n'a pas été justement à ce niveau-là de, tu sais, de pratique, parce qu'on sait qu'il s'est laissé aller, on sait qu'il a pris sa retraite, que il profite bien de sa retraite, certes il entraîne des mecs à la Eke, mais tu vois un Jones qui il y a pas si longtemps que ça était encore dans la cage de l'UFC, qui s'est entraîné avec Gabe Stevenson, tu vois, enfin il est resté actif, lui il est encore dans le combat, il est encore affûté entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire par rapport à un Cormier qui a pris sa retraite depuis longtemps, tu vois. Ouais, retraite depuis longtemps, mais ça reste un mec qui est sur les tapis. Tu vois, qui est sur les tapis, qui a accès à l'équipe olympique pour toujours, puisque c'était même le capitaine des États-Unis. Donc, tu vois, il a quand même ce lien avec la lutte qui lui ouvre des portes et qui fait qu'il peut tourner avec tout le monde. Non, hormis, alors oui, il est hors shape complètement. Mais bon, j'ai envie de te dire, comme tous les mecs de l'UFC hors combat de toute façon. Donc, après une bonne prépa et une remise en condition, pour moi, en tout cas, si je dois me caler sur le niveau technique, il n'y a pas match en lutte. Le meilleur compromis, c'est ce que tu as dit la dernière fois, c'est un combat de grappe. Où là, il y a de l'intérêt pour moi parce que je mets Jones meilleur au sol, Cormier meilleur en lutte, donc ça équilibre le tout. C'est le seul combat où il y a de l'intérêt, ou le combat d'anglaise. Mais je préfère le combat de grappe. Ouais, ouais, mais ouais, après, tu sais, bon, la tête, des fois, elle connaît ce qui doit, tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas pratiqué, même si tu reprends, alors oui, tu peux reprendre du physique, mais des fois, la tête, elle sait ce qui doit être fait, tu le sais, quand ça fait longtemps que t'as pas pratiqué, et puis, des fois, le corps, bah, il suit pas, tu vois, il met pas en application ce que ta tête sait ce que le corps doit faire, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah, attends. Maintenant, Alors, je suis d'accord si quand tu dis ne pas pratiquer. Là, on parle d'un mec qui s'entraîne qui est tous les jours sur les tapis, Cormier quand même. ah, non, mais il est tous les jours sur les tapis, mais ça veut pas dire qu'il pratique. Tu sais, il donne des cours. Donner des cours et s'entraîner, c'est pas la même chose, hein. Bah, je pense qu'il tourne quand même. Je sais pas. Je sais pas du tout. Tu sais, moi, je le vois, alors, on voit pas tout, mais tu le vois plus souvent en train de rigoler, tu sais, et de lutter, mais de lutter en mode ça rigole, que, de vraiment se mettre dans le rouge, tu vois. Enfin, quand je dis se mettre dans le rouge, même tourner. Tu sais, il doit expliquer des techniques et tout ça, mais je pense que c'est comme beaucoup de coachs, tu sais, bah, surtout d'ailleurs des anciens combattants, ce genre de choses, qui, enfin, non, je vais pas dire ça. Dans les salles privées, ce genre de choses, où il y a des cours tout le temps, où les coachs sont plutôt là en train de donner une technique, tu vois, mais pas forcément de tourner avec les athlètes. Ils sont là, ils sont à l'extérieur pour les corriger, en fait, tout simplement. Tu vois, c'est pas comme nous qui salle municipale, t'as 3 heures de cours par semaine, bah tu tournes avec tes élèves et puis voilà. Et même comme ça, même si tu tournes avec tes élèves, il y a tourner avec les élèves et il y a s'entraîner, tu vois, en vue de performer. C'est pas la même chose. Alors oui, tu restes actif, tu restes à un certain niveau, mais pas haut niveau, à un certain niveau. Ok, ouais, je suis d'accord. Maintenant, je pense que quand tu as atteint le Graal, tu vois, le plus haut niveau, ça revient. Donc avec une bonne prépa, je pense que ça revient. Après, je peux me tromper, hein. Et c'est sûr que Jones, c'est un mec ultra talentueux et il est pas nul en lutte. Loin de là, c'est un monstre en lutte. Mais dans le Mm. règlement typique lutte, Voilà, moi c'est surtout ça, ouais. pour moi, il y a pas, ouais, ça serait très compliqué pour Jones. Je le vois pas prendre le risque de perdre contre son plus grand rival. Tu vois, alors qu'il l'a battu 2 fois, il l'a battu 2 fois. Tu sais que Cormier fanfaronnerait sur ça. Quand tu vois le choix sur la fin de carrière de John Jones de vraiment de minimiser les risques pour garder sa legacy, je le vois pas du tout prendre ce risque, même si tu vois, tu peux te dire que c'est un autre sport, il y a rien à perdre. Mais tu sais très bien comment sont les réseaux, comment ça parle, quoi. Et puis même, on l'a dit tout à l'heure, ils se détestent. Tu peux pas concéder une défaite contre un mec que tu détestes profondément. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a un auditeur qui m'a dit, parce que tu peux en parler de boxe là tout à l'heure, qui me dit, ouais, mais alors dans ce cas-là, si on les vend en boxe, l'idéal, c'est de les vendre en boxe pied-point. Tu préférerais quoi, toi? Boxe anglaise ou boxe pied-point? On décorrèle le Non, côté financier. On décorrèle le côté financier, le côté, on sait très bien qu'en boxe anglaise, il y a plus d'argent et tout ça. on décorrèle le côté financier. Alors, pour le bien-être
Et la santé de Cormier, je préférais en boxe anglaise. Parce que ça équilibre le truc. Parce que c'est pas un Ouais. excellent boxeur anglais, Jones. Par contre, il manie très bien son allonge, etc. Si tu le mets en pied-point, mais à cet âge-là, là, il lui brise les genoux déjà. Déjà que je pense qu'il lui a pas mal brisé les genoux. Le fait d'affronter Jones 2 fois, je pense que pour les genoux, c'est pas bon. Et faut quand même se rappeler qu'une de ses victoires, c'est par high kick contre Cormier. Donc non, 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 si tu mets les jambes, il y a plus match. C'est même pas un peu intéressant. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais même sans parler de briser les genoux, hein. Même sans parler de briser les genoux, quand tu vois le coup de pied retourné qu'il a mis Bah oui, à non. Miocic, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Non, si on veut équilibrer, effectivement, c'est soit anglais, soit grappling. Avec mon petit goût pour le grappling quand même, parce que voir Jones tourner en grappling, c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal. Voir deux mecs qui ont une boxe douteuse boxer en anglais, ça m'intéresse pas vraiment, tu vois. Alors qu'un bon lutteur, un bon grappleur, ça Le truc, m'intéresse. c'est que Cormier a une bonne anglaise, hein. Mais une anglaise MMA. Où il vient prendre le single collar tie et il envoie ses uppercuts, tu sais, dans la cheminée. Et il a fait Ouais, d'ailleurs, sauf qu'il a pas le droit. voilà, il a fait pas mal de dégâts, Jones, sur les combats, tu vois, quand il rentrait dans cette distance avec ses uppercuts Hmm. remontants. Mais en anglaise, ça passe pas. Donc, en anglaise pure, les deux sont pas réputés pour être des très bons boxeurs. Si tu veux faire ça, faut les mettre en bare knuckle. Oui, ou alors tu fais un combat d'anglaise avec les petits gants, les mitaines. Dirty boxing. Dirty boxing. Dirty boxing. Allez, ça c'est le bon compromis. Ouais, parfait. Bon, en gros, je sais pas dans quoi on va les voir, mais bon. Après, est-ce qu'on les verra vraiment, je ne sais pas. Jones, qui est considéré comme le GOAT par pas mal de monde, mais pas par Saladin Parnasse. Parce qu'on va parler de Saladin Parnasse juste après, mais j'ai vu une décla en préparant le sujet où il disait que pour lui, le fait qu'il soit dopé, c'était rédhibitoire et qu'il pouvait vraiment pas considérer Jones comme le GOAT, ce que je peux Bah, totalement entendre, c'est pas et le seul, que il y en a énormément qui ont cette vision-là. tout à fait. Et le seul point où là, je suis d'accord là-dessus, là où je suis en désaccord avec lui, c'est quand il dit que pour lui le GOAT actuel c'est Islam Makhachev. Pour moi, tu peux pas dire que Islam Makhachev est le GOAT. Tu peux le mettre en numéro 1 pound for pound, je l'entends. Tu peux le mettre, allez, dans une discussion de GOAT d'une catégorie, pourquoi pas. Allez, mais GOAT de toute l'histoire du MMA, non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est sur quoi on se base. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais pour l'instant, c'est pas possible. Non, actuellement, c'est pas possible. Dire que c'est ce qui se fait de mieux actuellement, oui. Mais en fait, je vois dans le sens dans lequel il le dit, tu vois. Il estime que actuellement, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Mais GOAT, Ah, c'est plus large mais que ça, tu vois. je pense pas que ça soit dans le sens dans lequel il le dit, puisqu'on le compare à John Jones. Enfin, tu sais, dans le débat du GOAT. Dans ce cas-là, tu dissocies les deux, ou alors c'est qu'il a pas dissocié les deux. Mais c'est deux débats différents là. Oui, c'est des Je pense débats qu'il parle différents. vraiment du GOAT. Le truc, c'est ça, tu sais, quand t'as une culture, c'est très bon combattant de MMA, excellent combattant de MMA, qui n'a pas fini de faire parler de lui, mais tu vois, encore une fois, jeune même s'il a commencé très tôt, hein, le MMA, mais jeune dans la culture MMA, finalement. Ça aussi. Ouais, Quand je parle de culture mais MMA, c'est de ouais, regarder mais les oui, oui, fights, oui, oui, regarder oui. l'histoire du MMA et tout ça, hein, c'est ça dont je parle, hein. Tu vois, Mais il y a, ouais, ouais. il se base sur des facteurs qui sont récents, en fait. Ouais, non, c'est beaucoup trop tôt pour dire, pour employer le terme GOAT. Là, actuellement, de toute façon, en activité, il y a personne que tu peux, je vois personne où tu peux dire le mot GOAT, tu vois. Je Non, parle des mais mecs en déjà, activité. De toute façon, tu prends, mais même sans parler de John Jones, Georges Saint-Pierre, Dimitri Johnson, enfin toutes ces personnes-là déjà, elles sont largement au-dessus de, de, d'Islam Makhachev. Bref, c'est un débat qu'on a déjà fait, hein. Mais juste comme donc pour ça on va pas passer 1000 ans dessus, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, c'était plus dans le sens c'est dans le sens ouais, tu sens que le débat du GOAT quand même quoi qu'il arrive, ça sera aussi une question de génération. Tu vois, c'est bah vraiment ça. évidemment, bah évidemment. C'est parce que tout le monde n'aura pas connu le MMA à une époque, tu sais, où
une époque autre que la période moderne, en fait, la période contemporaine. Et forcément, bah, quand tu ne regardes que des lignes sur un Sherdog ou un Tapology et que tu ne revis pas la preuve c'est que regarde, tu vois, c'est un truc tout bête. Là, on vient de passer combien de temps sur le fait de parler juste de John Jones Cormier, tu vois. Oui, mais Tu vois, après c'est des phases. on fera jamais ça sur Islam dans quelques années, tu vois. Parce que après, je sais pas. Mais nous, non. Mais cette génération-là, oui. Tu vois. C'est des phases de Pourquoi? On l'a vieux vécu. cons. Non, 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 C'est non, des non, non, phases de non, non, vieux non, parce cons, qu'on ça. non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'on vit cette époque-là aussi. Tiens, je vais te donner, enfin, je sais pas quoi. Quel exemple je pourrais te donner? C'est pas pareil. Euh, C'est pas pareil. On est beaucoup moins fan là qu'on ne l'était à l'époque. En tout cas, moi personnellement, je regardais le MMA d'un autre œil. Et j'étais fou. Il me rendait fou ce sport. Tu sais, la fougue. Franchement, je regarde pas du tout pareil. Je vis pas les choses de la même manière. Je suis complètement détaché. Je prends plaisir à regarder, mais ça n'a rien à voir. Mon engouement, c'est pas du tout le même. ouais, je sais pas, hein. Je sais pas. Je saurais pas te dire non. Je pense qu'il y a encore des combattants qui peuvent te faire vibrer, dans lesquels tu peux être encore fan et qui peuvent faire beaucoup d'accomplissements, tu vois. Fan, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Quand je repense à, tu vois, vraiment l'engouement que j'avais pour certains combattants il y a vraiment, ouais, peut-être 10 ans. C'est quelque chose que je retrouve pas. Maintenant, je regarde vraiment les oppositions, etc., ce que ça va apporter dans la cage. Mais j'ai plus ce frisson de l'époque. C'est très, très, très rare. Très, très rare. Très honnêtement, là, le dernier vrai frisson que j'ai eu, le dernier pour moi, hein, où les grands Mhm. combats se sont arrêtés, c'est Conor Habib. Pour ma part, hein. Après, il y a eu des magnifiques oppositions, mais le dernier grand combat du MMA, pour moi, ça s'arrête là. Alors, on en est encore très loin. Très très loin, et d'ailleurs, je le mets pas du tout dans le débat du GOAT de quoi que ce soit, hein. Mais tu prends Ilia Topuria, il continue, tu vois, il continue à faire ce qu'il fait là, et il monte dans une troisième catégorie et il éteint, admettons Islam. Tu vois, je sais pas, je dis pas que c'est ce qui va arriver, hein. Je parle d'une hypothèse. Il éteint Islam, il continue, il gagne encore des combats dans différentes catégories. Tu vas pas sauter au plafond. Tu vas pas être fan de ce mec-là. Je prends ce mec-là parce que pour moi j'étais en train de me balayer tout le monde dans la tête, et en fait effectivement il y en a pas énormément, mais parce que c'est pas la même manière dont le MMA vit aussi par rapport à avant. C'est Oui, il y ça a de ça aussi. aussi. Il y a de ça aussi. Non, mais je te dis, mais même que ça soit Ilia, que ce soit Makhachev, que ce soit tous ces mecs-là, je suis impatient de les voir dans la cage. J'attends leur combat. Mais j'ai moins cette flamme, tu vois. Parce Ou qu'on, un il y a aussi une certaine routine. Tu vois, à l'époque, quand tu découvrais, c'était tout nouveau, mais comme tout. Tu vois, c'est tout nouveau, c'est comme une c'était, histoire d'amour. Tu sais, je me suis fait la réflexion la dernière fois, je voyais un jeune couple, tu sais, qui était dans la rue là, tu sais, allez, 16 ans, quelque chose comme ça, ils étaient pleins de fougue et tout. Je me dis putain, nous aussi on a été comme ça, tu vois, tu découvres l'amour et puis après tu rentres dans ton quotidien, effectivement, ça devient effectivement un peu plus routinier. Donc voilà, et tu c'est vois, une autre c'est le partie de même ta vie, il principe. faut l'accepter. Mais c'est pour ça que je parle de ça, c'est le même principe. Mais tu peux encore avoir des moments dans ta vie où tu vois, je sais Où pas, tu tout se vibres, relance, oui, bien tu vois. sûr. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais Ça s'appelle la ça crise de reste la différent. quarantaine. Ouais, ouais, ça doit être ça. Et je sais même pas comment on en est arrivé là. On parlait de quoi à la base? Mais parce Ah, que j'allais faire la transition vers de Salah. Non, mais Saladin, ouais. moi je sais où on va, t'inquiète. On allait faire la transition vers Salah, mais tu sais, c'était juste avant de rentrer dans le débat, le véritable débat, c'était juste en fait, le truc, c'est comme on parlait de Jones, c'est que là, on parle de Salah et qu'il a dit que c'était pas Jones, donc je me suis dit, allez, pour la transition, je peux juste glisser ce petit débat entre les deux, tu vois. C'était juste ça. Mais parce que ça m'intéressait, en fait, de voir, en fait, ce choc de génération aussi, tu vois, de se dire que en fait ouais on peut parler du GOAT autant qu'on veut, mais en fait en fonction de ce que tu vis et de ce que des émotions, effectivement c'est plutôt les émotions, finalement c'est plus le palmarès, c'est les émotions,
qu'un En fait, combattant va te donner. ce que je veux te dire, c'est que moi, dans ma vision, c'est que la nouvelle génération qui dit un tel est le GOAT, ça me choque pas. Ça me choque pas et je veux pas leur tirer dessus en disant ouais non vous avez tort c'est lui parce que c'est des débats sans fin et je pense qu'on a le GOAT Oui, de notre génération comme pour un sport beaucoup plus qui va parler à beaucoup plus de monde comme le foot. Tu vois les anciens ils vont dire le GOAT, les vieux ils vont dire Maradona c'est le meilleur de tous les temps. Les jeunes ils vont dire Cristiano Pelé, Ronaldo voilà Maradona. c'est pas Ouais, ouais. comparable. Ceux qui sont au milieu comme nous moi je vais te dire c'est Ronaldo le Brésilien et puis finalement tout le monde a raison personne a tort parce que c'est tes préférences. Et c'est pour ça que, t'as vu, je ne tire pas sur ça là. Hein. Oui bien sûr. Pour le coup, c'est juste, voilà, factuel après, tu vois, c'est juste ça. Mais oui. Ouais, non, c'est pour ça que aussi, bah, dans le débat du GOAT, tu vois jamais des petites catégories aussi, pour ces mêmes raisons aussi, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais c'était drôle de voir ça parce que ça, tu sais, c'était, effectivement, en vieux réac, tu vois, je fais mon Pascal Pro tu sais, pour rester dans la sphère Mhm. facho. Il y en a un qui m'a dit, en fait, ça y est, on t'a cramé, t'es le tonton raciste dans les repas de famille. J'ai dit, oui, mais parce que lui, il est toujours invité. Il est tout le temps présent. Je veux ma place à table. Et tu sais, tu fais ton vieux réac, effectivement. Donc, quand tu dis ça, c'est ta première réaction, c'est de dire, mais non, tu peux pas dire ça. C'est comme dit Jean-Benoît Diallo, tu peux pas dire ça. Mais non, je peux pas dire ça. Et puis après, c'est vrai que quand tu te poses 2 secondes, tu dis oui, effectivement, mais parce qu'il a pas eu le côté émotionnel qu'on a pu avoir nous à notre époque sur C'est autre ça. chose. Puis voilà. Puis comme c'est le MMA, comme on a dit, il a évolué. On défend plus les ceintures de la même manière. C'est plus les mêmes oppositions. C'est pas les mêmes façons. C'est pas le même règlement. C'est pas la même. Enfin, quand je dis c'est pas le même règlement, c'est pas les mêmes choses qui sont prises en compte par les juges. Donc, Mm. euh, donc ouais. Ouais, mais tu vois, j'ai autant de mal, tu sais, à entendre ça que à entendre que la soumission de l'année, ça soit justement Issam Makhachev sur Moïcano, tu vois. Alors qu'il il y a eu mieux. Il y a eu mieux, mais parce que c'est lui qui la met. Donc forcément, tu vois, là j'attends encore en commentaire les gens qui vont me dire que je tape sur Non mais Islam Makhachev. En fait, je dis Islam qui a dit Makhachev, mais ça? parce que c'est le nom qui est cité. Hein. Pour le coup, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Tu vois, je sais pas Merab. Tu vois, Merab avec sa ninja choke, tu vois, ça aurait été pareil. Tu vois, si tu me dis que Merab est le GOAT, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit la même chose. Ouais. Bref, c'était juste un petit débat en plus, mais en tout cas voilà, c'était plus pour notifier le côté choc de génération. Tu sais, on est vraiment sur un choc de génération et que là, on sent que petit à petit, on va passer sur une autre génération qui va complètement zapper et oublier. En fait, on va être les derniers dinosaures à parler des combattants de l'époque et puis après, ça sera juste ah, tu te souviens, à l'époque, il y avait un Georges Mm. Saint-Pierre, il y avait John Jones, il y avait tout ça. Eh oui. Ça, c'est triste. En fait, je me raccroche. Tu vois, c'est histoire d'en reparler un petit peu, de les mettre encore. Tu sais, c'est comme dans Encanto, tu vois. Il faut parler d'eux, sinon ils disparaissent. Bref. Non, moi je pense pas que tu sais quand t'as marqué vraiment et c'est là en fait. Finalement, c'est là où on voit les GOAT. C'est on en parlera dans 100 ans. Et actuellement, c'est trop tôt. Le MMA, c'est un sport beaucoup trop jeune. Parce que quand tu regardes des sports comme la boxe anglaise, par exemple, il y a des mecs qui ont boxé, tu vois, j'étais même pas né, et on t'en parle. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des noms qui traversent les époques. Et c'est là, en fait, qu'on pourra dire que c'est des GOAT. Ouais, je suis d'accord. Bref, en tout cas, Saladin Parnasse. Va-t-il, lui, devenir un GOAT? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, avant de tout ça, il parle de l'UFC et de la possibilité que ça se fasse. En fait, Salah, qui a été beaucoup critiqué sur son souhait de rester au KSW pour des questions financières, pour mettre sa famille à l'abri, mais il a toujours laissé entendre que potentiellement, avec une situation plus stable, il pourrait finir à l'UFC. Et il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, n'y croyaient plus, alors qu'il était encore très jeune. Mais là, c'est dans Baba Versus, donc une petite dédicace à mon ami Baba Diagne, odonien de naissance, qui a interviewé Saladin Parnasse, que la bombe a été, allez, on va pas dire la bombe, la grenade a été dégoupillée. Elle a pas encore pété, il est pas encore annoncé, mais en tout cas voilà, il a mis un petit peu le feu à la mèche. Donc il a dit là je suis plus stable et c'est sûr et certain et je peux me projeter plus me projeter sur le futur, sur d'autres organisations. Si on prend en compte ce que j'ai construit, je suis plus stable en tant qu'humain, ma famille est aussi plus stable. Comme je l'ai dit, on vient d'un quartier difficile
on n'est pas tous des Herman Saroukian. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a l'étalon Herman Saroukian sur l'échelle de la richesse. Ça veut dire que demain, il lui pose la question, ça veut dire que demain tu pourras accepter moins pour pouvoir aller justement à l'UFC par exemple. Il lui dit bien sûr, bien sûr. Donc on y est là. Il a assez coffré, il a assez investi pour pouvoir se mettre à l'abri. Et aujourd'hui, il peut potentiellement aller chercher justement cette dernière aventure, on va dire, dans l'organisation reine qui est celle de l'UFC. Voilà, on y est. S'il le dit, c'est que ça va se faire. On va pas se mentir. Je sais pas, hein. Honnêtement, en fait, je t'explique pourquoi je sais pas. Alors, j'espère, hein. Maintenant, je sais pas, il vous reste combien de combats au KSW. Mais si tu veux négocier encore plus avec le KSW, tu laisses cette porte ouverte avec l'UFC. Je suis quasi sûr que le KSW, prochain contrat, là, on parlait je sais plus combien on parlait pour ça, là. 500 000, 600 000. 500, ouais, à peu près. 500, 600, ouais. Mais pour moi, je pense qu'il peut être proche du million, ça, là, par combat au KSW. Il le faisait pour je sais plus quel combattant, là, Tchétchène, qui a fait toute sa carrière au KSW. Oui, oui. Tu vois, il y a ce Oui, truc, mais là. Ils peuvent mettre tapis, le KSW, hein. Parce que c'est une immense star, ça, là, pour leur gars. non, mais on est d'accord là-dessus. Ils peuvent mettre tapis et c'est une immense star et là-dessus il y a pas de souci particulier. Mais c'est juste que Salah il a toujours eu ce souci de performance aussi. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas que dans le cadre de l'argent, c'est-à-dire qu'il avait besoin de cet argent, lui et d'autres protagonistes, je pense. Mais pour le coup, il est dans cette logique de performance. C'est un compétiteur. Au-delà de Ça, c'est ça, vrai. tu vois, c'est pas quelqu'un qui est là que pour la thune. C'est un compétiteur. Le mec, il s'entraîne aujourd'hui comme il s'entraînait quand il avait 11 ans. Enfin, tu vois, il a jamais perdu sa passion du sport. Il a jamais perdu sa dalle. Il a jamais, enfin, tu vois, il aborde tous ses combats avec le plus grand des professionnalismes et le plus grand des plaisirs. C'est qu'il prend encore beaucoup de plaisir à être là. Il est à la salle avant tout le monde et il part après tout le monde. Donc, il y a un moment, je pense qu'au fond de lui, argent ou pas argent, ça doit le chatouiller quand même d'aller se confronter à ce qui se fait de Hein? mieux. Il en a besoin. Et je pense que aujourd'hui, il doit se sentir assez abouti, techniquement et physiquement, pour être prêt pour y aller. Parce qu'il y avait ça aussi, c'est prendre assez d'expérience et tout, tu vois. Là, il va combattre ce week-end là contre Eld. C'est pas dégueu, Euh, d'ailleurs, hein, ton adversaire, hein. Très gros sol. ouais. Et justement, tu vois, c'est un peu comme il cochait une dernière case, en se disant voilà, là, je vais prendre quelqu'un qui est vraiment très fort au sol. Allez, si je le passe, et je le passe avec la manière, allons-y quoi. Hmm. Non, ce serait vraiment, bah, pour nous, hein, de toute façon, ça fait longtemps qu'on attend ça, hein. Qu'on attend vraiment la confirmation au plus haut niveau, parce que on peut supputer plein de choses, on peut essayer de comparer les niveaux, se dire que oui, techniquement, c'est un monstre et que sur le papier, il a sa place, ouais, top 10, début de top 5, tu vois, sur le papier. Maintenant, dans la cage, comme on le disait la semaine dernière, je sais plus pour quel combattant, rentrer dans la cage de l'UFC, c'est autre chose. Et on en a vu plein qui étaient des Hmm. monstres dans d'autres orgas, qui se sont plantés, qui se sont complètement ramassés. Donc il faut confirmer. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et là, ça va être l'occasion. Et puis je pense qu'il a vu Losen Keita qui est rentré. Enfin, tu vois, qui a eu une proposition qui était pas dégueu. Alors financièrement, c'est pas fou, mais par contre en termes de positionnement, tu sais, Mm. dans le classement. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et puis il y a une réalité. On arrive, on est à une croisée des chemins. Les lightweight, parce que je pense qu'il restera en lightweight. Il est, enfin, c'est une catégorie qui est en plein renouvellement. Il y a des places à prendre. Il y a un peu un flottement. C'est le moment d'y aller. Ouais, clairement. Ouais, c'est le moment. Le seul truc, c'est qu'il y a un Ilia Topuria qui peut éteindre la lumière à n'importe qui. C'est juste ça. Ouais, bon, après, ça, c'est le jeu, hein, de toute façon. De toute façon, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui est pire, prendre un Ilia ou prendre un Makhachev quand il était à 70? C'est pas forcément mieux. Je sais pas. Je sais pas parce que il y en a un qui a un monstre technique et il y en a un qui a un monstre technique avec avec l'equalizer.
fait, le truc, c'est ça, c'est que quand t'as un monstre technique, alors certes, qui peut te mettre KO, y a pas de problème, un high kick, et puis tout le monde peut tomber, hein, mais c'est pas non plus, c'est pas sa marque de fabrique, tu vois, c'est pas un mec qui éteint tout le monde. Donc, tant qu'il y a du combat, il y a une possibilité de se rattraper. Il y a une possibilité de faire des ajustements dans le combat et puis d'aller chercher une manière de gagner. Quand t'as un mec qui vient et qui t'éteint, il n'y a plus de possibilité de rien, tu vois. C'est pour ça que on parie toujours sur le mec qui a le KO power. Tu le sais très bien. Faut parier sur le mec qui a le KO parce que en fait n'importe quand il peut t'éteindre. Ouais. Je sais pas, honnêtement, stylistiquement pour ça là, je sais pas c'est quoi le mieux entre Makhachev et Topuria. Je sais pas, hein, après je dis ça, sais ça s'analyse, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les deux cas, c'est très très compliqué. Maintenant, on sait qu'il peut tomber KO. De toute façon, c'est même, pour moi actuellement, c'est même pas possible en fait. Il y a encore un niveau d'écart entre le champion. Quand je dis le champion, je parle de Topuria, hein, je parle pas de la Mm. ceinture qui est en jeu là. Entre Topuria et non, il faut quand même y aller crescendo. Ah oui, non, mais de toute façon, faut pas y aller directement. Oui, ça, de toute façon, tu pourras pas y aller Non, directement, mais ça oui, c'est sûr. déjà Mais de toute façon, mais c'est une bonne il chose. faut Il faut gravir prendre encore des échelons et prendre de l'expérience. Exactement. Voilà, il faut prendre de l'expérience encore à ce niveau-là et dans cet orgue. Mais Ouais. écoute, j'espère que ça se fera. J'espère que ça se fera. Il combat là, donc c'est potentiellement, je crois que c'est son dernier combat sur le contrat. On est en quoi là? On est en février. Enfin, ouais, on arrive en février. Écoute, pourquoi pas des débuts à l'UFC Paris, hein? Ouais. Septembre. Bah, surtout quand tu sais à quel point il vend en France. Enfin, tu sais, il Parce remplit que des salles juste sur son nom. je crois qu'il avait à cœur de refaire un combat en anglaise. Donc, Ouais. pourquoi pas enchaîner un combat en anglaise justement, tu sais, vers juin. Enfin, avant de combattre en MMA en septembre à l'UFC. Parce qu'une fois que tu as signé à l'UFC, il faut oublier les combats d'anglaise, hein. Ça, on Ah sait bah qu'il y oui, a non mais plus très de, il y clairement. a plus de tout ça. Donc, si vraiment il voulait faire un combat d'anglaise, c'est maintenant. Bah c'est dans l'entre-deux, on va dire. T'arrives en fin de Hmm. contrat, t'es agent libre, tu fais ton combat d'anglaise et puis après tu re-signes ailleurs, quoi. Ouais. À voir. De toute façon, s'il quitte le KSW, c'est le seul endroit où il doit aller. Enfin, moi demain tu le fais signer au PFL, Non. ça m'intéresse pas une seule seconde. Autant Non, qu'il pas reste du au tout. KSW dans ce Je cas-là. suis d'accord. Je suis d'accord. Il sera mieux Donc payé et autant rester là-bas. Le seul on est but qu'on a d'accord. de voir ça la bouger, c'est pour le côté compétitif et pour se confronter aux meilleurs du monde. Et dans cette KT, les meilleurs du monde se trouvent à l'UFC. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, on parle de PFL, on parle de quelqu'un qui veut chercher le meilleur dans sa KT au PFL, c'est Doumbé, qui sort de son opération au poignet là. Il s'est fait opérer justement après avoir battu Jalil Willis par KO en mai 2024. Et aujourd'hui, il cherche à revenir et pour ça, il a call out le champion du PFL pour son retour, qui est Tadjan. Il a dit Tadjan, la ceinture, Dubaï. Voilà, simple, efficace, une triplette, clac clac. Sauf que Tadjan, qui avait appelé Doumbé par le passé avant qu'il soit champion, puisque là il vient d'avoir la ceinture, et qui avait été toujours mis de côté par Doumbé, bah là aujourd'hui il fait la même chose. Il dit Cédric Doumbé n'est pas comme ça. C'est un youtubeur maintenant. Donc il dit écoute reste à ta place, hein, tu fais plus de vidéos que de bagarres, et donc aujourd'hui j'ai pas envie de t'affronter. Alors Doumbé l'avait refusé. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il craignait Tadjan, qui est un striker avec la foudre dans les poings. Tu vois, on parle de KO Power, il l'a, hein, le KO Power, Tadjan. Je pense pas que ça soit pour ça, je pense juste que c'était juste pour le coup, parce que quel intérêt en fait de prendre un combattant comme ça. Enfin, tu vois, il était sur une logique d'avoir des noms, soit des noms en dehors d'une ceinture ou une ceinture. Donc là, il a la ceinture, donc aujourd'hui, bah ouais, il revient le chercher. Il revient le chercher. Et Tadjan, il s'appuyait sur Doumbé, je pense, parce que c'est quelqu'un qui est très mis en avant par le PFL. C'est une des grosses stars du PFL, Doumbé. Donc, Ouais.
Donc voilà, il a voulu grimper sur le dos de Doumbé et aujourd'hui, bah il le laisse, enfin il le cherche, il le chasse plus. Tu vois, il va vouloir des prétendants parce qu'il sait aussi lui aussi de son côté que Doumbé c'est pas, vu que c'est deux strikers, c'est un profil qui peut être compliqué aussi à prendre. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas quoi dire. Pour tout te dire, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais, la hype Doumbé, pour moi, y a plus rien. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. En quel honneur il combattrait pour la ceinture, parce que pour le coup, il a battu personne. Tu vois, au PFL, il a battu Hmm, personne. Mais même plus généralement en MMA, hein, il a battu hmm. personne. Donc, son dernier adversaire, Jalen Willis, c'est pas un top fighter. Je vois pas vraiment ce qui pourrait légitimer ça. Tu vois, t'as Abdul. Ah non, c'est Abdul, il est 170. 177. Non, 177, Abdul. Putain, bonne question. T'as Abdul qui revient là et qui va combattre contre Oumalatov, je crois. Tu vois, si c'est 77, je préfère 1000 fois qu'un Abdul ait sa chance à la ceinture que Doumbé. Oui. Bah en tout cas, il a plus fait son trou effectivement dans l'organisation. Mais Enfin, tu pour vois, moi, de toute façon, il a beaucoup plus combattu. c'est Attends, je très suis en train de chercher difficile le de point. parler de cet orga parce que je suis absolument pas. Donc, même les classements, etc. Je connais pas les combattants là-bas, hormis les gros noms. Tu. Oui, c'est que c'est difficile pour moi de jauger si c'est faisable ou pas pour un Doumbé qu'il affronte directement le champion parce que je connais pas les contenders dans cette caté. Oui, non, moi non plus. On va pas se mentir. Non, s'il prend tout de suite comment dire, un combat pour le titre entre guillemets, c'est juste sur sa hype en fait, c'est juste ça, c'est juste parce que le PFL en fait n'a pas de gros stars littéralement et Hum. que Doumbé il en est une et on sait très bien que Doumbé est une star plus grande justement par exemple Abdul, puisqu'on sait très bien que que à chaque fois qu'il était sur une carte, il effaçait complètement Abdul de toute communication. Enfin, tu sais, on parlait que de lui, on parlait plus du tout d'Abdul à ce moment-là. Moi, c'est ce combat en plus que je veux voir, hein. C'est Abdul contre Doumbé, hein. Toi, t'as des mauvaises intentions. Non, non, mais parce que si tu veux, tu vois, c'est le combat parfait parce que ça coche tout ce que Doumbé recherche. Parce que ce combat, si tu le fais, tu le feras en France, donc il y aura une hype de malade. Mais vraiment, il y aura vraiment une grosse hype. Et puis en plus, tu bats un mec si Doumbé bat Abdul, il bat un mec très fort. Et après, tu te positionnes pour demander la ceinture, tu vois. Mais demander la Mm. ceinture directe, ça n'a pas de sens. Non, non, non. Bah, après le PFL, faut me dire où est le sens hein, pour l'instant. Ils sont en train de se Ouais, réinventer, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. 77, Abdul. Donc, ouais, donc oui, c'est ça. ouais, bah écoute, moi aussi, je sais pas trop quoi dire de ça. Bon, de toute façon, là, est-ce que ça va se faire ou pas? Parce que là, lui, il le veut, Tadjan le veut pas. Maintenant, on verra ce que le PFL souhaite. Déjà qu'ils reviennent déjà dans la bonne caté déjà pour commencer. J'espère qu'il a déjà prévu le coup parce que c'est surtout ça, son premier combat, ça va être ça, ça va être de revenir dans sa catégorie. Ouais, mais il Donc, l'a déjà fait plein de écoute, on fois, ça, y verra. a pas de souci. Ouais. Mais bon, en tout cas voilà, stratégiquement le fait de revenir contre Tadjian, le fait que ça soit un striker, tu vois, tu te dis qu'il a ses chances. Imagine un Doumbé qui arrive à obtenir cette chance au titre et qui vient et qui est un Tadjian qui a vaincu hein, il a 11-0. Donc il prend son 0, il prend sa ceinture. Derrière, je crois qu'il peut s'arrêter là. Ouais. Ouais. Ouais, oui. Mais si le but si le but c'est de financier, tu vois, je pense qu'un combat contre Abdul te rapporte plus. Un combat franco-français
Ici, ça te rapporte plus. Ouais, mais il est pas fou. Le combat contre Abdul, c'est un bourbier. Même s'il a travaillé son sol et sa lutte, il peut travailler longtemps, hein. Il rattrapera pas le niveau de grappling d'Abdul. Après, Abdul, il a une tendance des fois à vouloir striker. Ça, c'est le seul problème qu'il puisse y avoir. Mais bon, il est pas con non plus. Je pense il va vite l'amener au sol et au sol, même s'il s'est entraîné dur et même s'il a un peu de talent, ça risque d'être vraiment très très compliqué. Ouais. Attends, Abdul, c'est parce que là j'étais sur son tapologie. Tac tac tac. Abdul, c'est 19 victoires, une défaite, et t'as 12 victoires par soumission sur les 19 victoires. Bon, voilà, c'est tout. J'ai même pas besoin de dire ça pour qu'on comprenne hein, Ouais, bah oui. qu'il y a pas match. Mais bon, ne nous mentons pas. Bref, on verra de quoi demain sera fait. On termine avec mon retour, puisque toi tu n'étais pas là, sur le Diamond Jiu-Jitsu brésilien, donc qui a eu lieu le week-end dernier, le 10. Oui, c'est ça, si je me trompe pas, c'était le samedi 10 au soir. Écoute, j'ai été invité à l'événement, gentiment invité à cet événement. C'était une première pour ce gala de jiu-jitsu brésilien. C'était super intéressant. C'était vraiment très intéressant parce que le concept était cool. Tu t'as suivi un peu le concept ou pas? Ouais, ouais. Ouais. C'était l'équivalent d'un jeu d'échecs à taille réelle. Tu vois, enfin, tu sais, c'est façon Poudlard, mais au lieu que les gens se prennent des coups d'épée, là ils se prennent des étranglements et des kimura. Donc, en gros, 4 équipes qui s'affrontent. Donc, il y avait le Certicier, il y avait Elite, il y avait le CDK et il y avait la Gracie Barra. Chaque équipe aligne 5 combattants pour chaque ceinture, en fait. 5 ceintures, 5 combattants. Donc, une blanche, une bleue, une violette, une marron, une noire. L'ensemble des combattants, leur poids ne doit pas dépasser les 450 kilos. Et après, il y a un tirage au sort, déjà pour savoir, parce qu'il y a demi-finale, finale, donc quelles équipes vont s'affronter. Et après, un deuxième tirage au sort. Donc c'était justement Oumar Sy et Seif Oumin qui ont tiré au sort les différentes équipes pour savoir qui va annoncer son premier combattant en premier. Donc l'idée, ce qui était intéressant, c'était que il y avait une certaine notion de stratégie. Tu sais, parce que tu tires ton combattant, enfin tu dis voilà, je veux que ça soit ma ceinture blanche de 80 kilos qui passe en premier. Ok. En face, ils sont pas obligés de mettre la ceinture blanche. Ils peuvent mettre une ceinture bleue, une ceinture marron, une ceinture noire directement. Et derrière, celui qui cumule le plus de victoires, il gagne. Et en fait, après, donc, premier combat. Le combat d'après, c'est l'autre personne qui tire son combattant en premier. Et la première équipe qui réagit, qui sort sa carte maîtresse. Donc il y a ça. S'il y a match nul, il y a pas de vainqueur. Les deux sortent. Et bien sûr, les combattants combattent une fois et ne reviennent pas. Sauf tour d'après, si jamais ça passe. 4000 € à remporter à la clé. C'était présenté par Sami Amara, tu sais, que vous connaissez si jamais, enfin c'est un humoriste, il est aussi chroniqueur radio. Mais si vous avez vu la parodie justement, on parlait de Pascal Pro tout à l'heure, tu te souviens avec Malik Bentala et tout ça? Ah oui, ok. Ouais, ok. Oui, je vois. Je l'ai Il revu il y était a pas dedans. longtemps en plus. Il était dedans. Donc c'est le mec, tu sais, qui est complètement dépité, tu sais genre Hmm. qui se retrouve au milieu de tout ça. Donc euh, donc voilà. Écoute, c'était très intéressant de stratégie parce que tu vois, je parlais, tu sais, d'envoyer une ceinture blanche contre une ceinture noire, par exemple. Celui qui s'est fait avoir là-dessus 2 fois. D'ailleurs, le coach, j'ai pas compris la logique du coach, mais bon, c'est au cercle tissier, tu sais, c'est Hakim Ait Anser qui les 2 fois a été annoncé par son coach et les 2 fois il s'est payé une ceinture blanche. Il était dégoûté parce que c'est un énorme combattant, tu vois, c'est un mec qui est très très fort, notamment en clé de cheville. Et en fait, bah, les équipes adverses ont préféré sacrifier un pion, donc une ceinture blanche, plutôt que de lui mettre un adversaire plus capé et de se faire sortir quelqu'un qui avait plus de chances peut-être de gagner un autre combat. Hmm. Donc tu lui mets une ceinture blanche, alors il a gagné en 3 secondes à chaque fois, mais il forçait de constater que en fait tu élimines quelqu'un de fort en mettant ta personne censée être la plus faible. Je dis censée être la plus faible parce que
parce que il y a eu quand même des grosses surprises dans ces fights, et c'est ça que j'ai adoré, parce que t'as des mecs soit parce que le poids était plus lourd, soit parce que les ceintures ne veulent pas toujours dire quelque chose, hein, en fonction des combattants. T'as eu des belles surprises. Donc déjà, pour commencer, les deux premières académies à s'être affrontées, c'est Elite contre le Cercle Tissier. Donc, tu vois, si je te dis, tu vois, j'ai juste fait un petit fléchage. Je vais pas dire forcément les noms, tu vois, mais dans cette idée, tu vois, chaque ceinture blanche des deux équipes dans ce truc-là a affronté une ceinture noire. Donc déjà, donc Hakim Haït, il a éliminé la ceinture noire, la ceinture blanche assez facilement. Par contre, de l'autre côté, ça a été un peu plus compliqué. Alors, Edipo, qui était la ceinture noire de Elite, a gagné contre Mohamed Amin, hein, mais Anin, pardon. Mais parce qu'il faisait 99 kilos le bébé. Donc une ceinture blanche de 99 kilos avec le kimono en plus, c'est un gros grip. Et c'est pas facile à bouger, c'est pas facile à passer, c'est pas facile, tu vois, c'est pas facile à manœuvrer. Donc c'était intéressant, c'était super intéressant, parce que il y en a un qui a battu la ceinture blanche très facilement, mais de l'autre côté c'est un peu plus galéré. Mais c'était intéressant. Ensuite, on a eu quoi? On a eu une ceinture bleue, une ceinture violette contre ceinture violette. Ça, c'était le premier combat. Donc là aussi, le poids, ça joue énormément. Tu vois, le style, le poids. D'ailleurs, le combat, il a été à sens unique pour le Cercle Tissier là, pour cet affrontement-là. On a eu ceinture marron contre ceinture bleue. Après, des deux côtés. C'est ceinture marron contre ceinture bleue contre ceinture marron. Tu vois ce que je veux dire? Maximum de victoires pour le Cercle Tissier qui passe au second tour. Et puis après, on a eu le CDK contre la Gracie Barra. Là, ça a été un peu plus équilibré. Les ceintures blanches se sont affrontées. On a eu une violette contre la ceinture noire. Alors avec le retour de Reda Nasri, faut le dire, hein. Retour de Reda Nasri qui était en retraite sportive entre guillemets. Et force est de constater que la retraite n'a pas d'incidence sur lui. Toujours aussi fort. C'est bien simple. Tu sais, il nous a fait une Roger Gracie, mais pas avec les mêmes soumissions. Tu vois, c'est-à-dire qu'il vient, il passe, il prend le dos, bon and arrow. Tu sais, arc et flèche. Il prend le col, prend le pantalon. Hop, étranglement, et ça y est, c'est fini, merci, bonsoir. Il a fait ça pour les deux adversaires. Au premier tour, il a pris une ceinture violette de la Gracie Barra, qui vient du MMA à la base, hein. Donc le kimono, c'était pas son truc aussi, parce qu'il y a ça aussi, tu sais, que faire du kimono, c'est quand tu viens justement du MMA, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Par contre, il y a une énorme surprise. C'est la ceinture violette, donc Bilal Bezouya, qui a battu Lucas Santos. Lucas Santos, pourquoi ça m'a marqué? Parce que Lucas Santos, il a fait le CKF, le Sakula Flow, la dernière fois. C'est un mec qui s'est entraîné aux États-Unis et tout ça, et c'est un Brésilien, tu vois, et vraiment très fort. Tu vois, enfin en tout cas, Nogi il m'avait beaucoup impressionné. Et là, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match contre Bilal Bezouza, donc qui a réussi à le soumettre sur clé de cheville. Et franchement, tu sais, ça fait partie, tu vois, là pour le coup, si vous allez sur le compte Instagram, j'ai mis certaines photos. Il y a un moment où c'est la photo où Bilal saute dans le public avec le public qui lui saute dessus. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, ça montre à quel point la performance elle était forte pour qu'il y ait un tel engouement derrière, tu vois. Surtout que le CDK qui accueillait la compétition, ils sont venus en masse. Je crois qu'il y avait 150 personnes dans le public qui étaient du CDK. Une ambiance de folie. Mais vraiment une ambiance de folie. D'un côté et de l'autre, je regardais dans le coin du CDK, dans le public en face et tout ça. Il y avait un ping-pong là, avec les photos, je faisais un ping-pong d'émotions. C'était vraiment très intéressant. Et puis après, duel de ceinture bleue avec aussi une belle découverte de Najim Hamzaoui, sûrement, parce que ça a coupé un peu les noms. Bref, si j'écorche, c'est parce que les photos sur Instagram, elles étaient déjà coupées. Bon, bref. Qui a été très très impressionnant aussi, puisque au premier tour il bat une ceinture bleue, mais au second tour il bat une attends que je dise pas de bêtises, une ceinture violette, la ceinture violette qui avait fait le combat à sens unique là du Cercle Tissier au premier tour, qui était beaucoup plus lourde que lui, hein, parce que la ceinture violette est 85 kilos et lui a 70 kilos, donc un grade au-dessus, 15 kilos de plus, et il a joué avec, il lui a roulé dessus. Franchement, un talent fou, ce petit Najim ceinture bleue là, il était vraiment très très fort. Vraiment très très fort. Tu vois, les surprises, c'est des surprises de malade. Quand tu vois ça, c'est vraiment des surprises de fou. Donc voilà. Et puis pareil, autre surprise, la ceinture bleue du Cercle Tissier qui bat Mehdi Benariba, tu sais, du CDK, donc la ceinture bleue qui s'appelle Com Lupo Glazo, j'ai pas la fin du nom, mais bon, en tout cas voilà. Pareil, hein,
vraiment, vraiment très fort. Il avait sorti la ceinture marron déjà de Elite. Alors il l'a sorti parce qu'il y a eu match nul. Garde fermé, il a réussi à le maintenir. Mais de l'autre côté, Côme, qui arrive à marquer ses points et qui arrive à survivre. Alors, une guerre absolue, hein. Il était dans le rouge tout le long du match, mais Mehdi n'a pas réussi à marquer les derniers points. Et puis surtout, il a mal lu le score, parce qu'il est surpris à la fin du fight parce qu'il pensait gagner le combat, tu vois. Et en fait, non. Il y avait pas la victoire. Mehdi qui avait sorti avant ça Julien, justement, Casier. Alors bon, est-ce qu'il y a eu petit problème sur l'arbitrage ou pas? Tu sais, voilà, pour le coup, c'était un combat qui était pareil, très stratégique. Tu sais, avec un renversement de Julien à la toute fin, les points n'ont pas été comptés. Maintenant, voilà, c'est bon. En tout cas, voilà, c'est Mehdi qui avait remporté ce combat, mais ça avait été un combat qui était très 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 stratégique. Et pour le coup, le combat entre ceinture bleue et ceinture violette, là, c'était aussi et ceinture marron. Une ceinture bleue contre une ceinture marron. Donc là, on parle de 2 grades au-dessus. C'est quand même une folie, tu vois, d'arriver à remporter un combat comme ça contre en plus, une ceinture marron compétitrice, pas loisir. Ouais. Oui, ça Tu n'a vois, rien c'est à ça. voir. Ouais. Donc voilà. Et puis après, pareil, Reda Nasri qui élimine la ceinture marron, parce que justement, en fait, ça, j'ai aimé ce moment-là parce que les 2 derniers combats, il restait donc la ceinture noire, donc Hakim Haït Tenseur, et de l'autre côté la ceinture marron, donc qui est Adrien Pénichou, d'accord. Et de l'autre côté, il restait Reda Nasri et la ceinture blanche Gourou, tu vois, qui restait. Et donc, t'as le cercle tissier qui appelle une dernière fois donc Hakim Haït, et tu vois tout le public du cercle tissier qui dit soyez des hommes, envoyez votre ceinture noire, allez, allez. Et tu vois les mecs du CDK, ils disent c'est toi qui vas me donner les 4000 balles ou quoi? Et ça, j'ai aimé, parce que c'est vrai, c'est vraiment ça. Qui paye à la fin? Tu vois, il y a la stratégie, parce qu'après, Bah, derrière, c'est il doit ça. rester une ceinture marron, tu vois. Tous ces formats-là, ce qui compte principalement au-delà du niveau, c'est vraiment des choix stratégiques qu'il y a à faire. Et oui, c'est c'est ça qui est intéressant, parce que de combats déséquilibrés sur le papier, en fait, il y a match, en fait. Quand c'est un combat, quand c'est quelque chose par équipe comme ça, il y a match. C'est ça qui est intéressant. Le but, c'est d'avoir le maximum de victoires à la fin. Tu vois, c'est comme je disais, le CKF, avec le fait de devoir aligner 7 victoires. Tu gagnes, tu perds, c'est pas grave, parce que de toute façon, tu reviens. Alors là, Hmm. ils reviennent pas, mais en tout cas, il y a une stratégie. Donc, eh ben, effectivement, ils ont envoyé leur ceinture blanche. En plus, une ceinture blanche qui fait 70 kilos, hein, contre Hakim Haït, qui est ceinture noire et fait 80 kilos. En plus, 10 kilos de plus. Donc bon, autant te dire que ça a été assez rapide. Mais après, Reda Nasri a pu affronter justement leur ceinture marron. Et pour le coup, bon bah là, pareil, il n'y a pas eu match, mais parce que trop fort, encore vraiment trop fort. Donc très bonne soirée, belle organisation, beau concept, j'ai beaucoup aimé. Ils vont le refaire. La prochaine fois, il y aura 10 000 € à la clé. Donc plus gros cash price, ça veut dire bah plus d'envie encore Hmm. d'aller gagner. Et puis des équipes un peu différentes. Bon, je pense que le CDK restera. Je pense il y a la Z Team qui est annoncée déjà sur le prochain événement. Après, je sais pas qui y aura d'autres, mais bon, en tout cas, voilà. Vu que ça a bien fonctionné sur le premier, je pense que ça va attirer plus d'équipes. Et pour le coup, c'est bien. Il faudra y aller. Si vous êtes un peu fan de jiu-jitsu brésilien, j'annoncerai la prochaine fois, comme je l'ai fait pour cette fois-ci, le combat, enfin en tout cas l'événement quand il sera annoncé. Et il faudra y aller parce que tu vois, le kimono ça peut être fermé. Bah là non, il y avait du spectacle parce qu'il faut aller chercher la victoire. Parce que si tu fais match nul, bah tu sors et tu donnes pas de points à ton équipe. Il y a pas de décision, tu vois. Tu peux pas aller chercher une décision sur Hmm. un avantage. Là, faut aller chercher la victoire. Ouais, non, et en plus, il faut donner de la force à toutes ces nouvelles orgas qui testent des nouveaux formats comme ça. Parce que c'est bien, tu vois. Ça fait bouger les choses. Mm. Et puis mettre un peu d'argent dans ce monde de pauvreté, tu sais. C'est vraiment ça, hein. Tu sais, c'est les gens qui, la plupart, ne peuvent pas vivre de leur discipline, mais là, le fait de pouvoir gagner un peu d'argent, parce que 4 000 € à se partager à 5 ou 6, parce que si tu mets le coach dans la boucle, je sais pas, tu vois comment ça va se passer, mais en tout cas, pour le coup, c'est pas énorme. Mais c'est déjà ça.
C'est déjà ça. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions où c'est toi qui payes les 50, 60, 70 balles, 100 balles, et que tu repars avec une médaille plus petite que le trou de ta serrure. Donc c'est bien, effectivement. Il faut donner de la force et il faut laisser aussi, il faut que les fédérations laissent aussi la place à ces organisations-là. Tu vois, petit message, hein, mais je cite pas de fédération à proprement dit parce que ça soit toutes les fédérations du sol, ils vont mettre des bâtons dans les roues dans différentes organisations comme ça de un peu plus pro entre guillemets. Et en fait, ça sert à rien parce que c'est pas intéressant ni pour eux, ni pour la discipline, ni pour les combattants. Et voilà, et c'est pas pour ça que les combattants vont pas combattre dans leurs organisations. Tu vois, c'est juste que des fois ça fait du bien d'aller quelque part, d'avoir une visibilité, de repartir avec un cash prize, des photos, être filmé, enfin tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est ça qui fait c'est la médiatisation de quelque chose qui fait évoluer un sport. Et avec des formats comme ça, il y a de la médiatisation. Donc C'est ça. il faut en profiter. C'est juste ça. Il faut profiter de cette mise en avant et même donner de la force parce que plus ça va être plus une organisation aura de la force, plus elle va pouvoir filmer avec de la qualité, plus elle va pouvoir donc attirer du monde extérieur aussi qui va regarder sur YouTube ou tu sais en faisant des lives, ce genre de choses. Puis après tu mets comme fait un peu le CKF, tu vois, après tu vois moi je fais les commentaires là donc ça permet d'avoir aussi pour les gens qui écoutent des clés de lecture. Plus ça va, plus on améliore aussi la qualité pour filmer. Et ça attire du monde à la discipline. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, et l'argent, c'est le nombre de licenciés. Donc plus on va médiatiser, plus il y aura de licenciés, mieux ce sera. Ouais. Amen. Non mais c'était cool. C'était vraiment cool, un bon petit samedi soir. Bon, pas beaucoup de sommeil, mais c'est pas grave, on est habitué. On est habitué. Donc voilà, je vous invite à vous abonner en tout cas à Diamond Jiu-Jitsu sur Instagram. Vous pouvez le retrouver dans mes contacts, en tout cas dans mes followers et enfin dans les gens que je suis justement sur Instagram Tatami Connexion. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Instagram Tatami Connexion, le Twitter Tatami Connexion et tout ça parce que tout simplement il y a des actus que je mets directement aussi directement sur les réseaux. Donc dont on parle pas forcément ici, on essaie de faire vivre un peu les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà. Bon, la prochaine fois je te vois. Je t'amène. La prochaine fois que quoi? La prochaine fois, je t'amène sur l'événement. Si c'est du kimono, il y a peu de chance. Ah, t'as tort. Moi, tu sais très bien que je suis pas fan de kimono et pourtant, c'était Moi, sympa. c'est pas Et une question de fan, je suis allergique, moi. ouais, Juste la vue du kimono, je peux pas. je sais, t'as mal à la nuque. Juste la Exactement. vue du kimono, t'as mal à la nuque. Et aussi, bonne retraite sportive à Julien Casier qui a posé sa ceinture, Ah ouais? enfin compétiteur, tu vois, ouais, sur le tapis. Ça aussi, c'était très émouvant. Qui a profité parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas combattu en France. Et il a profité de ce dernier événement justement où il a accepté de combattre en France enfin accepter. C'est pas comme si mais bon, il est revenu combattre en France grâce à ça et il a posé sa ceinture noire au milieu du tapis et c'était très émouvant. Tu vois c'est toujours quelque chose de voir quelqu'un qui voilà qui fait son dernier tour de piste. Donc c'était Ouais. cool et voilà c'était une très bonne chose. Bonne retraite, Julien. Mm. Voilà, beaucoup d'émotions sur cet événement et bravo au CDK pour avoir vraiment dominé les deux équipes qui lui ont été opposées. Hein. Vraiment pour le coup, ils ont vraiment fait une grosse perf. Donc bravo pour l'ambiance, bravo pour tout. Et un big up à tonton Romy aussi qui est pas le dernier aussi pour mettre l'ambiance dans une salle, je te le dis. Donc voilà, ceux qui le connaissent le reconnaîtront. Ça veut rien dire, mais il fallait le dire. Bref, on a fait le tour de ce restons connectés. Petit mot de la fin, je sais pas si en commentaire. Peu de gens ont joué le jeu la dernière fois. Hein. Il y a toujours, heureusement qu'il y a notre Jinkoa d'Autriche qui est là pour jouer le jeu. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot de la fin? On a Je parlé sais de plein de pas, parce choses. que là, ouais, on a parlé de sujets trop Donnez-vous, vastes. donnez-nous votre goût. Un hernie inguinale. Ouais, exact. Le mec met que des Hernie mots inguinale. complexes à chaque fois.
C'est ça, mais c'est pour ça qu'ils jouent pas, parce que les gens savent pas l'écrire. Donc, allez, glissez-nous votre meilleur hernie inguinale dans vos commentaires. Bon, alors là, c'est chaud, là. Là, je comprends. S'il y en a pas, je comprendrai. Mais bon, soyez inventifs, les gars. Soyez créatifs. Bon, bref, en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Le lien aussi vers un Fight avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!